Ici Nicolas Karabatic. Ici Thierry Omeya. Ici Daniel Narcisse. Alors ici Jérôme Fernandez. Bienvenue sur la radio Talk and Sport. Retrouvez tous les lundis Hand-Day avec une pléiade d'invités autour d'un animateur, Ludovic Gavard, des consultants experts, Benoît Perabou, Michael Less, et nos deux consultants d'RTS, Stan Aguilar, Thomas Mirad. Tous les lundis, 20h, sur www.rtsradio.fr. Exceptionnel ce soir, événement exceptionnel avec un invité exceptionnel. En somme, voilà une très bonne émission qui vous attend, chers auditeurs. Alors pour l'ouverture de notre nouveau site, il fallait une personne digne de ce nom-là. Qui de mieux que le capitaine de l'équipe de France, le parrain d'Handé, monsieur Jérôme Fernandez sera avec nous dans quelques minutes, en tout début d'émission. Au sommaire, ce soir, on parlera de la LNH et justement de cette équipe de Toulouse. À quelques points de la zone de relégation, Toulouse devra jouer contre Montpellier, Chambéry, Istres lors des 3 prochaines rencontres. Peut-on s'inquiéter pour les Phoenix? On en posera la question forcément à Jérôme Fernandez et à nos spécialistes handball. On parlera également de Montpellier qui domine le championnat, mais derrière, c'est la lutte pour la Ligue des Champions. Chambéry, Saint-Raphaël et Dunkerque se tiennent à 3 petits points qui sont les mieux armés pour accompagner Montpellier en Ligue des Champions. Pareil, on y tâchera d'y répondre. Ligue des Champions justement, Montpellier s'impose contre Barcelone à Bougnols, 30-28, 2 petits buts d'avance qu'il faudra défendre au match retour, match décortiqué par nos spécialistes. La rubrique de Michael Ilest, culte, les Français de l'étranger, avec Cyril Viudes de Kolding, équipe de division 1 danoise. Avant de finir par l'édito de Benoît Perabou, on parlera de la Pro D2, statu quo en tête. Ex-Billière et Mulhouse ont remporté le match, contrairement à Dijon qui perd un peu de terrain suite à sa défaite contre Chartres. Alors pour m'accompagner ce soir, la Dream Team au grand complet, Stan qui est toujours dans la place et toujours fidèle au rendez-vous. Salut Stan. Salut à toutes et à tous, toujours ravi d'être parmi vous le lundi. Il y a également Michael Ilès, toujours au top. Salut Mika. Salut tout le monde. Il y a également Benoît Perabou. Alors, est-ce qu'il est revenu de cette... Il est là. Bonsoir à tous. Salut Benoît. Et puis Thomas, qui est également parmi nous. Salut Thomas. Salut à tous. Alors, est-il prêt ou pas? Peut-être pas. Donc, on devait commencer par accueillir notre parrain. On attendra quelques minutes. On va peut-être commencer justement. Alors, est-ce qu'on parle de Toulouse? On va parler de Toulouse, mais on posera les questions quand même à Jérôme Fernandez. Alors, c'est un peu le paradoxe toulousain. 7 matchs consécutifs sans victoire. Il flirte avec la zone de relégation. Est-ce inquiétant, Mika, pour cette équipe de Toulouse qui a perdu contre Saint-Raphaël, on le rappelle, d'un tout petit but? Peut-on s'inquiéter? Perdre contre Raphaël, rien de honteux cette année. Ils sont vraiment au top. Ils vont viser la 2e place et si ce n'est la 2e, la 3e. En plus de ça, ils ont réalisé quand même un match relativement correct, même s'il y avait un peu encore des errements défensifs, des petites erreurs, mais on a vu des individualités assez sympas. Je pense notamment à l'arrière droit Célestin là qu'on connaissait pas trop, qui a fait un bon petit match. Mais bon, après, au niveau comptable, c'est sûr que Toulouse se rapproche petit à petit de la zone danger. Donc, c'est dommage avec un effectif comme ça, on le répète, de devoir se battre pour le maintien. Encore une fois, peut-être, je vais me répéter, mais l'entraîneur, est-ce qu'il est à sa place ici? Est-ce qu'il tient son rôle? Est-ce que à voir les images un peu sur Canal+, on a l'impression qu'il est tout le temps un peu à la recherche de l'approbation de ses joueurs. Il est pas forcément très directif, donc je sais pas trop où sont les solutions pour Toulouse, mais il va falloir qu'il les trouve rapidement parce que la fin du championnat arrive et que ça va être difficile et que derrière ça pousse Nîmes à gagner, Istres est sur une bonne dynamique, Ivry a gagné, donc justement, Mika, je te coupe. Les prochains matchs, c'est Chambéry, Montpellier, Chambéry et Istres. Ça va être compliqué quand même. Eh ben, écoute, il faut croire qu'ils risquent de perdre Montpellier et Chambéry. Et, moi, je l'espère pas pour eux, mais bon, Montpellier cette année, pour eux, j'ai l'impression que l'objectif c'est de tout gagner. Chambéry a pas trop le droit à l'erreur s'ils veulent pas se faire piquer la 2e place. Et après, à Istres, on va voir comment Istres rebondit sur sa bonne dynamique après la défaite à Chambéry, mais
ça reste une équipe qui est en train de remonter. Et s'ils venaient à perdre leurs 2 prochains matchs, Toulouse irait peut-être. Je ne sais pas s'ils vont à Istres ou s'ils reçoivent, mais ce serait peut-être. Ouais, vas-y. Non, je vais te dire ça Ouais. dans quelques instants. Mais ça peut être un match, peut être un match important peut-être pour le maintien pour eux. Ouais, Créteil, bah non, je crois qu'il y avait Istres, Toulouse-Chambéry, Montpellier-Chambéry, c'est Créteil-Toulouse, pardon. Créteil. Et Ouais, après, c'est pareil. Créteil, c'est pareil. Ils se battent un peu dans la zone juste au-dessus des relégables, donc ça va être des matchs importants pour la descente. après, il y a Toulouse-Nîmes, donc ouais, c'est vraiment des matchs au couteau, j'ai envie de dire. Alors, Benoît, un petit mot quand même. Cette équipe toulousaine, comme j'ai posé la question à Mika, est-ce qu'on est en droit de s'inquiéter quand même pour l'avenir de Toulouse, quoi? Même si ils ont perdu que d'un but sur ce match, c'est vrai qu'ils ont laissé perdu beaucoup de plumes, puisque y a quand même eu 2 cartons rouges, donc ils vont sûrement encore perdre des joueurs dans les prochaines journées. Angelkovic s'est fait une belle entorse à la cheville, donc je sais pas non plus dans quel état il est, même s'il a réussi à finir le match. Je pense qu'à la fin du match, ça devait être compliqué pour lui. Et au-delà de tout ça, moi j'ai été un peu frappé par rapport à leur largesse défensive, puisque au début du match, dans des situations où tu reçois et que c'est difficile pour toi, je pense que vraiment l'essentiel c'est de mettre une grosse intensité défensive. Là, ils ont pris l'option de faire une défense assez étagée et du coup, ils se faisaient transpercer un peu de partout. Donc ça, c'était la première chose. Après, voilà, ils se sont battus, ils ont quand même essayé de rectifier le tir en deuxième mi-temps. Ouais. Et malgré tout, là, sur ce match-là, c'est une défaite de plus à domicile et voilà, et la perte de peut-être 3 joueurs pour les matchs, pas le match prochain, mais rapidement, si la commission se réunit, a fait un rapport. Je sais pas quelle en est exactement la teneur, mais Justement, ouais. On en parlera avec Jérôme. Alors, on va pas trop s'étendre sur Toulouse parce qu'on va y revenir longuement avec Jérôme Fernandez tout à l'heure. Je me permets un peu de vous couper, on en reparlera. Hein. Donc, on va peut-être passer, on va passer au match Chambéry-Istres. Victoire de Chambéry face à Istres 27-23. Bah voilà, Istres qui, on le disait, hein, si Mabu sont toujours en lice pour la Coupe de France. C'est une belle petite remontée de cette équipe Istres. Ils sont pas ridicules sur ce match-là. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir, notamment avec un bon Perrono, un 7 sur 9, 10 sur 12 en tout avec 3 pénaux. Et puis derrière Chambéry qui assure le minimum, j'ai envie de dire. Benoît, tu peux réagir. Ouais, non, mais c'est vrai que depuis leur victoire à Dunkerque à l'extérieur, Istres est sur une très belle dynamique et là encore ils ont quand même rivalisé pendant un certain temps avec cette équipe de Chambéry. À regarder un petit peu les stats, on voit que Dumoulin a dû s'employer de manière assez importante pour mettre son club dans les meilleures dispositions, parce qu'il a quand même fait 19 arrêts. Ouais, sur 38. Voilà, donc ça fait partie des perfs qui normalement permettent à une équipe de gagner. Donc on voit que Istres est vraiment revenu avec de bonnes choses, avec l'apport de leurs joueurs étrangers, de leurs jokers qui remplacent Sismondo et Joe. Et donc c'est vrai que malgré tout, ils arrivent à réitérer leur performance et voilà, la lutte va être très très intense dans le bas du classement. Ouais, et dans le haut aussi, un Chambéry, Dunkerque, Saint-Raphaël, tout ça, ça se tient et ça lutte pour la Ligue des Champions. Un petit mot, Mika, sur cette équipe de Chambéry qui fait le boulot. Oui, en recevant une équipe qui est en train de jouer le maintien en ce moment, ils n'avaient pas vraiment le droit à l'erreur, ce que n'a pas fait Dunkerque. Donc pour eux, c'est un petit point de prix sur cette équipe-là par rapport à la deuxième place. Bon, Chambéry, maintenant, ils n'ont plus rien à jouer en Ligue des Champions. Je pense qu'ils vont être plus difficiles à jouer en championnat parce qu'ils vont être forcément mieux reposés. Je me demande, ils sont même éliminés de la Coupe de France, donc ils ont vraiment plus que le championnat à jouer. Et c'est une équipe qui a l'habitude de jouer peut-être tous les 3 jours, donc en jouant une fois par semaine, ils vont vraiment avoir l'intensité psychologique nécessaire pour mettre une bonne intensité dans tous les matchs. Et je pense qu'ils vont être difficiles à aller chercher.
Est-ce Alors, que 20 ce Ivry-Chambéry qui arrive, ce sera pas un match traquenard aussi pour Chambéry? Peut-être, mais encore une fois, même si Ivry est en train de remonter petit à petit, ils n'ont pas forcément les armes pour rivaliser avec Chambéry. Après, c'est à domicile, ils sont sur une bonne dynamique, on ne sait jamais, mais il va pas falloir que Chambéry le prenne par le mauvais bout. Mais comme je te dis, en ce moment, ils jouent ils jouent qu'une fois par semaine, donc ils ont vraiment que ce match sur lequel se concentrer, et je pense qu'ils vont pas passer à travers. Ouais, dans 5 minutes, hein, Jérôme Fernandez sera avec nous. On a parlé de Chambéry, que dire de Dunkerque qui s'impose à Célestat. Il y a comme ça 3 équipes, hein, qui se tiennent en 3 points. Dunkerque qui s'impose à Célestat 22-27. Thomas, bonne perte des joueurs de Dunkerque qui ne lâchent rien, hein, quand même. Bah ouais, comme tu dis, il s'impose à Célestat où de 2 buts, donc ils ont quand même fait le taf et c'est pas facile de s'imposer à l'extérieur. Célestat c'est pas facile et puis ils s'imposent là-bas comme ils restent dans la course à la 2e place, ils se battent, ils font pas de faux pas pour être distancés, donc ils sont encore à la lutte et ils font une belle performance à Célestat et ils confirment leur envie de cette 2e place et ils veulent déloger Chambéry, essayer de déloger Chambéry. Juste si vous avez quelques sous, Célestat, c'est pas mal à parier, hein, parce qu'ils sont assez réguliers, ils sont au milieu de tableau. Quand ils jouent une équipe au-dessus, ils perdent. Quand ils jouent une équipe en dessous, ils gagnent. C'est assez régulier. Ouais, là, ils gagnent plus beaucoup là depuis le début février. Je crois que je suis pas sûr qu'ils aient gagné un. Justement, tiens Ben, t'as la parole. Dunkerque, est-ce que le bon parcours de Dunkerque rime un peu avec le retour de Bosquet? Bosquet, Lamont, oui, il y avait tous ces 2 éléments moteurs qui sont fondamentaux à Dunkerque. Oui, c'est sûr que ça joue énormément sur leurs prestations. Et au-delà de leur victoire en championnat, il faut aussi rappeler que ce week-end, ils ont été gagnés à Saint-Raphaël en quart de finale de Coupe d'Europe, assez largement d'ailleurs. Je crois que c'était, je sais plus, 31-23, donc ils sont vraiment ils sont vraiment très très bien en ce moment. Et c'est pas le moment de les rencontrer. Alors, je rappelle juste le prochain match de Tremblay. C'est à Dunkerque. exactement. Après Montpellier, Dunkerque, du lourd. On en reparlera tout à l'heure. Alors, un petit mot, si tu veux, Mika, sur cette équipe de Dunkerque. Non, je pense que vous avez été assez complet, hein. Ils jouent la 2e place, ils sont en pleine bourre et ça va être difficile pour Tremblay. C'est mercredi? Jeudi. Ouais, ça va être difficile. Sur Canal Plus Sport en plus. Exactement. Ouais, sur Canal Plus Sport. Donc ça va être encore un bon match. Alors, on va pas reparler de Saint-Raphaël parce qu'on en parlera tout à l'heure. Donc on l'a dit, match Toulouse-Saint-Raphaël. On va repasser du côté un peu plus bas dans le classement. On retrouve quand même Tremblay, 6e. Vous avez fait un bon match, hein, contre Montpellier, mais bon voilà, Montpellier est plus fort tout simplement. Et pourtant, on a vu en début de match des Karabatic sur le banc, donc Canaillé a fait tourner, et on ne le pensait pas dans Andé, lundi on en avait parlé, lundi dernier, on pensait que Canaillé qui voulait tout rafler n'allait pas faire tourner ses cadres, et ben il l'a fait, il nous a accordé une interview en fin de match qui disait que c'était les joueurs qui avaient pu, grâce à leur performance, pouvoir tourner comme ça et conserver 3 ou 4 buts d'avance sur Tremblay. Est-ce que tu as un peu suivi le match Tremblay-Montpellier, Mika? Non, j'ai pas eu l'occasion, mais tu dis qu'il a fait tourner. Ouais, il a fait tourner dans le jeu, mais au final, ils ont tous fait un match encore supplémentaire. Je sais pas si Kachnichnig était là, sans doute, je suppose. Ouais, il était là, mais il était pas. Il était plus sur le banc que titulaire. Ah bon? Ouais, il a été assez efficace quand même. Encore une fois, ils vont perdre un joueur important à l'entrée à l'entrée de la phase finale de Ligue des Champions, et peut-être que ça aurait pu être évité en le laissant de côté et en sacrifiant quelque part ce match de Tremblay. Ça n'a pas été le cas au grand malheur de Benoît. Ouais, mais si, je pense que quand même il a fait tourner son effectif, Canaillé, mais voilà, c'est mon plus grand regret justement, c'est que
il ait pu faire ses rotations à sa guise. Et c'est ça qui m'embête un peu en fait. C'est que justement, dans le début du match, il y avait une équipe un peu améliorée, un peu différente de son équipe de cadre habituelle. Et même si on a tenu pendant un moment cette équipe, on n'a pas réussi justement à les faire douter davantage et à l'empêcher de faire ses petites rotations qu'il avait prévues. J'aurais justement aimé qu'on leur mette encore plus de pression et qu'ils se retrouvent à un moment où il ait des choix à faire pour que soit il laisse passer ou soit il fait les choix de gagner ce match. Et en l'occurrence, là, vu le déroulé du match, à chaque fois, ils avaient l'avantage qu'il fallait pour qu'ils fassent ces petites rotations. Donc, il a laissé les joueurs qui avaient un peu moins de temps de jeu sur le terrain. Après, quand on est revenu un petit peu plus près, il a remis un peu ses cadres. Après, il les a ressortis. Voilà, même si on a fait un match correct et où on a été longuement félicité par nos supporters à la fin du match, j'ai toujours ce regret d'être félicité pour une défaite. Et je regrette aussi la façon dont le manque de pression qu'on ait pu leur mettre sur les épaules, le fait qu'ils aient pas pu enchaîner comme ils voulaient. Benoît, juste un petit mot pour finir avec ce match-là. On a eu Sébastien Mongin en fin de match en direct sur RTS qui nous disait que les arbitres, il en voulait un peu aux arbitres, ils n'ont pas sifflé plus pour Montpellier, mais ils n'ont pas sifflé pour Tremblay. Est-ce que tu as eu cette impression, toi? C'est des arbitres d'expérience qu'on géré le match à leur façon pour pas qu'ils aient de... C'était pas Dens en plus? Non, hélas, non. Dens, il a arbitré Montpellier, Toulouse, Saint-Raphaël. Ah oui, c'est okay. On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure. Non, oui, ils ont assez d'expérience pour faire passer le match un peu à leur guise et pour pas qu'ils aient de problème sur la fin. Donc dès qu'il y a eu des petits ballons un petit peu chauds, gentiment ils nous les ont pas rendus pour que ça facilite la tâche à Montpellier et qu'à la fin ils soient pas sur un match nul ou un match qui peut se jouer à un tir. Donc là ils se sont un peu facilité la tâche au détriment un petit peu de Tremblay, c'est sûr. Donc allez, 20h, 20h16, hein, bientôt Jérôme Fernandez en direct sur RTS. On va parler d'un match qui sentait un peu la poudre, hein, Créteil-Ivry. C'était un match qui valait cher, notamment pour Ivry, pour pas se laisser distancer. Ivry l'a remporté brillamment, 28-21 sur les parquets de Créteil. Thomas, c'est une belle surprise quand même. Ouais, une belle surprise, un beau sursaut d'orgueil de la part d'Ivry qui se bat pour pas descendre. Ivry, club emblématique qui est ancien club de Lucas Ballot, donc qui justement avait dit qu'il était attristé par la position d'Ivry. Et donc Ivry qui a un sursaut d'orgueil, comme je disais, et qui s'impose à Créteil de fort belle manière, et qui revient, qui est encore en course pour pas descendre et éviter à tout prix leur relégation. C'est ce qu'il fallait à cette équipe d'Ivry pour essayer de se relancer dans le championnat, Mika. C'est une perf, bien sûr, mais ça fait 2 fois en plus qu'ils battent cette équipe de Créteil. Créteil qui depuis un petit moment est vraiment sur la pente descendante. Je me rappelle d'une émission où on avait parlé de Créteil, plus ou moins la révélation de ce championnat. Il y avait eu un reportage sur Canal Plus Sport aussi également pendant une rencontre où on disait Créteil, les mecs disaient ouais on nous attendait pas mais voilà on est là machin, et depuis ce temps-là j'ai l'impression qu'ils se sont un peu reposés sur leur laurier, et c'est pas une descente aux enfers mais pas loin. Ils ont pas gagné grand chose dans les 3-4 derniers mois, donc ça va être dur pour eux, et Ivry qui est sur cette bonne dynamique avec la Coupe de France a su en profiter de belle manière. Alors c'est simple, hein, pour résumer un peu le classement, du 8e au 14e, Célestat à Ivry, il y a 3 points. 4 points, donc 2 matchs. Donc c'est super serré. Nantes-Paris, victoire de Nantes, 26-24. Paris qui était pas loin d'accrocher Nantes. Nantes qui fait un bon championnat, qui est un peu dans le ventre mou, qui jouera pas la Ligue des Champions. Enfin, on ne sait jamais, ils sont qu'à 4 points de Dunkerque et à 5 de Saint-Raphaël, et puis qui ne descendront pas. Nantes-Paris, victoire 26-24, Paris qui reste malheureusement avant-dernier du championnat. Ça va être difficile également pour cette équipe de Paris, Benoît.
Ah, Benoît est parti. Benoît est pas là, donc Stan, Et encore un derby Paris-Créteil qui arrive. la semaine prochaine. Ouais. Ouais. Donc, Paris, Paris, bah ouais, je crois qu'il est, à part vraiment un retournement de situation un peu à la Ivry, un sursaut d'orgueil, bah, je pense ils feront partie des prétendants à la descente. C'est dommage, mais Alors, est-ce que Mika, toi, est-ce que le championnat, tu l'as déjà vu serré comme ça? Autant, bon, à part pour la première place, mais autant pour la Ligue des Champions, ça se tient on l'a dit, à 3 points entre Chambéry et Saint-Raphaël-Dunkerque, et autant pour la relégation, il y a de la 8e place Célestat à Ivry, il y a 4 points. On va dire qu'il y a quoi? Il y a Cesson, 16 points, Tremblay, 16 points, et Nantes qui joue plus rien, quoi. Il y a que 3 équipes. C'est vrai que régulièrement, les dernières années, en LNH, on avait une voire deux équipes qui étaient assez vite détachées, oui, à la moitié du championnat. Il y avait une équipe qui était quasiment reléguée et il y avait peut-être 3 équipes qui se battaient pour les 2 autres places pour rester en Ligue 1, en LNH. Et cette année, c'est vrai que jusqu'à Cesson, donc Cesson qui est 7e, ben, il y a rien non, même Tremblay qui est 6e, ben, il y a rien de fait. Ils sont qu'à 3 victoires de différence, donc c'est vrai que c'est un championnat très très serré. Bon, après, c'est vrai qu'il y a ce trou entre la 5e et la 6e place. Donc avec Nantes qui joue plus grand chose, si ce n'est essayer d'aller attraper peut-être la 3e place qui serait qualificative pour une Coupe d'Europe. Je pense que c'est vraiment leur objectif cette année. Allô? On a notre parrain Jérôme Fernandez qui est avec nous. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Alors on est en direct sur Radio Talk Sport. Tout d'abord, l'équipe de Handé vous remercie de l'honneur que vous nous avez fait en acceptant d'être notre parrain. Première question Jérôme, tout simplement pourquoi avoir accepté? Qu'est-ce qui vous a fait accepter d'être notre parrain? Bah, il y a plusieurs raisons. La première, c'est parce que je trouve que cette radio est une très bonne initiative pour continuer à parler du handball. Et puis pour mon amitié pour Benoît, on se connaît depuis très longtemps puisqu'on a fait le bataillon de Joinville ensemble. Et c'est vrai que voilà, j'avais envie de participer à l'aventure. Bah, écoutez, c'est super gentil. Alors on compte sur votre notoriété forcément. Et puis vous êtes un adepte aussi des réseaux sociaux qui font des miracles en termes de publicité. Donc on voulait choisir vraiment une personne qui reflétait le mieux les valeurs du handball. Et quoi de mieux d'avoir le capitaine de l'équipe de France? On pouvait pas rêver mieux. Et tout naturellement, ça s'est retourné sur vous, Jérôme. Et ça, on vous en remercie. On va parler un peu de votre actualité, et on va parler un peu de cette équipe de Toulouse, Jérôme, qui est dans une période un peu difficile, avec 7 matchs consécutifs sans victoire, flirter avec la zone de relégation. Est-ce que c'est inquiétant quand même pour Toulouse? Oui, c'est inquiétant parce que à la trêve, rien ne semblait indiquer qu'on se retrouverait dans une telle situation. Donc on préfère essayer de réagir au plus vite avant de devoir prendre des mesures un peu plus drastiques, quoi. Et c'est vrai que bon, même si les résultats étaient un petit peu en dents de scie en première partie de saison, on était quand même 6e, donc on était plutôt bien placé, on était dans nos objectifs. Et puis là, depuis le début des matchs retour, comme vous l'avez dit, on enchaînait les matchs perdus, les contre-performances et notamment la défaite à Paris qui nous a fait beaucoup de mal alors que on avait le match plutôt en main et qu'on l'a laissé nous échapper. Donc, si on rajoute à ça les 4-5 autres matchs qu'on a perdus d'un but cette saison, ça ne nous permet pas d'être, rassurés par rapport à la fin de saison, parce qu'il reste 8 matchs, notamment contre les 3 premiers du championnat. Donc, bon, et il faut absolument qu'on prenne des points et ça passera par le match pour nous qui risque d'être décisif à Istres le 31 mars. Alors, d'un point de vue extérieur, on a l'impression que l'équipe se repose un peu trop sur vous, Jérôme, et sur Daouda Karaboué. Est-ce que vous avez un peu cette impression, vous aussi? Bah, c'est exactement ce que j'ai pas voulu faire en début de championnat, et je trouvais que on avait un peu du danger partout. Salva Puig apportait beaucoup d'équilibre à notre jeu. J'étais pas obligé de prendre trop de tirs pendant les matchs. On arrivait plutôt à bien jouer ensemble. Et puis malheureusement, Daouda s'est blessé au début du mois de décembre.
Et donc on a commencé à enchaîner des défaites, à Saint-Raph d'abord d'un but alors qu'on menait bien, et ensuite à la maison contre Dunkerque. Donc ces 2 défaites d'un but nous ont fait un petit peu mal au moral. Et puis c'est vrai qu'au retour de l'Euro, on a perdu à Célestat, et en plus de perdre, Daouda et Salva Puig se sont retrouvés blessés pour un petit moment. Donc on a dû faire sans eux pendant 3-4 matchs. On a perdu vraiment très, très facilement contre Tremblay à la maison, ce qui nous a fait encore plus de mal. Et puis derrière, même si on s'est bien repris contre Nantes, notamment au niveau de l'état d'esprit, ça ne nous a pas permis d'aller chercher un résultat à Paris. Donc voilà, aujourd'hui, on a un jeu qui est équilibré, on va dire, avec le retour de Salva Puig contre Saint-Raphaël. On a un jeu plutôt bien huilé. En défense, c'est plutôt pas mal, avec Daouda qui revient et qui fait des arrêts. Il a fait 17 arrêts à Paris. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a que 13 points au championnat, et qu'on est très très proche de la zone de relégation. Donc il va falloir absolument prendre des points rapidement, parce que sinon on va jouer notre tête au mois de mai sur les 2 matchs à la maison contre Nîmes et Ivry. Oui. Bonsoir Jérôme, Michael. À t'entendre, j'ai l'impression que tu nous dis l'attaque ça va, la défense ça va. Est-ce que j'ai entendu dire que vous aviez beaucoup parlé pendant cette petite mini trêve? Est-ce que vous avez réussi à poser le doigt un peu sur vos problèmes, à identifier un peu ce qui n'allait pas? Parce que c'est vrai que quand on voit l'effectif, la richesse de l'effectif, on a du mal à comprendre. Donc, là où on est le plus en échec, c'est à la finition. On trouve des solutions relativement claires. À Célestat, le gardien de Célestat fait 17 arrêts en première mi-temps et 26 au total, et on perd 31-28, donc ça nous fait mal. À Paris, Patrice Annonay, qui a fait un très bon match, fait 24 arrêts et on fait 6 poteaux. Donc voilà, c'est un mal récurrent pour nous. Pokusa a fait un bon match aussi avec Tremblay chez nous. Donc on a beaucoup de mal à la finition, alors que paradoxalement, on a un jeu qui est plutôt bien patient en attaque, où on arrive à trouver vraiment des bonnes positions de shoot dans tous les secteurs. En défense, on arrive à mettre on va dire de l'intensité. Alors c'est vrai qu'on a eu un très mauvais passage contre Tremblay, qui fait qu'ils ont pris beaucoup de buts d'avance et le match était plié. Mais après, quand on regarde les autres matchs, très sincèrement, on est solide, mais c'est plus nos échecs en attaque sur des tirs francs, hein, des 1 contre 1 face au gardien, qui font qu'on prend des buts en contre-attaque direct, que notre défense finalement, notre défense placée, notre attaque placée, sont plutôt, je trouve, performantes. Donc je pense très sincèrement que ça vient aussi du fait qu'on a des joueurs dans cette équipe, pour la majorité, qui ne sont pas assez exigeants à la finition, et qui ne sont pas habitués, entre guillemets, à essayer de jouer le haut de tableau et à essayer de progresser au quotidien. Et donc voilà, ça nous met dans le dur, alors que finalement on se dit que ça ne devrait pas être le cas. Il y a peut-être un problème alors d'investissement aussi psychologique dans les rencontres en elles-mêmes. Dans les rencontres, et puis dans le quotidien aussi, aux entraînements. D'accord. On parlait aussi peut-être par rapport à toi, qui se repose peut-être un peu trop sur... Peut-être qu'inconsciemment, il y a un peu moins d'investissement du fait qu'on a Jérôme, on a Daouda, on a... Et... C'est un cercle vicieux, parce que moi je suis rentré de l'Euro, c'est vrai que j'avais pas mal de minutes de temps de jeu dans les jambes, et je pensais justement qu'on allait retrouver notre équilibre dans le jeu, et puis la blessure de Salva Puig nous a fait beaucoup de mal, et il a fallu que je prenne plus de tirs qu'à l'accoutumée. Et donc c'est vrai que quand on regarde depuis le début de la deuxième partie de saison, je mets beaucoup plus de buts en moyenne par match, puisque je suis pratiquement à 8 buts par match sur les 5-6 matchs qui sont passés. Sauf que dans les autres secteurs de jeu, on est en échec, et on a un faible pourcentage au shoot. Donc c'est dommage, parce que quand on regarde finalement le match contre Saint-Raphaël, on est à 29 sur 50 à la finition. Donc on fait plutôt un bon match à la finition et en attaque. On perd que 5 ballons. Mais par contre, en défense,
on prend 30 buts, ce qui nous fait mal parce que Daouda sortait d'un très bon match à Paris où il avait fait 17 arrêts, il a été vraiment omniprésent. Et là, contre Saint-Raphaël, il n'a pas réussi à se sentir à l'aise et c'est vrai qu'il y a eu un déficit, on l'a peut-être pas assez aidé dans ce secteur-là. Donc voilà, mais après, si on regarde sur les autres matchs, c'est vraiment la finition, les échecs au tir qui nous font prendre des buts rapides en contre-attaque et qui, d'une part, n'aident pas nos gardiens à se mettre en confiance, puisqu'ils prennent que des tirs en contre-attaque ou des tirs à 6 mètres. Et nous, en plus, on commence à baisser la tête. Dès qu'il y en a un ou deux qui ratent d'affilée, tous les autres commencent à douter. Un petit peu ce qui s'est passé aussi avec l'équipe de France au mois de janvier. Hein. Oui, salut Jérôme. Justement, tu parlais de défense. Et c'est vrai que là, pour vous avoir vu jouer contre Saraf, j'ai été frappé par votre option défensive assez étagée. Et c'est vrai que vous vous êtes fait un peu trouer en première mi-temps un peu de partout. Et du coup, ça n'a pas spécialement mis Daouda dans les bonnes conditions. Donc, c'était voulu, c'était une stratégie que vous aviez mis en place pour ce match-là. Oui. Alors, c'est vrai que le jeu de Saint-Raphaël est peut-être, on va dire, plus équilibré et plus léché que d'autres équipes. Donc, on aurait peut-être pu être plus bas dans notre façon de défendre. Mais en même temps, on ne pouvait pas vraiment passer en défense aplatie, en 6-0. Donc, on a essayé d'être le plus agressif possible en défense placée. Mais c'est vrai que bon, les qualités de 1 contre 1 de Meganem, plus les grosses qualités de pivot de Juricek, nous ont mis à mal. Et c'est vrai qu'ils ont énormément joué avec le pivot. Sur des relations simples, sur du glissement, et c'est vrai que ça a été... C'est vrai que bon, il y a eu des petits soucis à ce niveau-là, mais après, en deuxième mi-temps, je nous ai trouvé plutôt bien, sauf que voilà, mon carton rouge nous a pénalisé. Parce que je crois que quand je prends carton rouge, on avait pris 6-7 buts à peu près, alors qu'on était déjà à 21 minutes de jeu en deuxième mi-temps, donc c'était plutôt bien. En plus, Daouda, entre guillemets, avait fait 4 arrêts dans la deuxième mi-temps, donc il n'avait pas non plus fermé la cage. Et puis bon, voilà, le fait que j'ai été sanctionné et que derrière, il a fallu un petit peu tout réorganiser, on s'est retrouvé à 4 contre 6, après à 3 contre 6. Donc on a pris beaucoup de buts à la fin, notamment sur Meganem, qui a pris un peu le jeu à son compte. Et bon, on a fait preuve de courage, on s'est accroché, on a failli arracher le match nul, mais bon, voilà, la dernière action nous a fait beaucoup de mal, quoi. Justement, alors après coup, comment vous avez vécu cette défaite? Parce que là, hormis la défaite, il y a quand même 2 cartons rouges. Donc après, je sais pas s'il y a eu rapport, mais ça a peut-être vous voilà, apparemment, il n'y a pas eu de rapport pour moi. Il y en a eu un pour Michelin, Célestin, ce que je trouve dommage parce que autant le mien est justifié parce que c'est vrai que l'action. Sur les images, oui, je suis d'accord aussi avec toi. Bien sûr, oui. Bah, c'est vrai que moi, sur le coup, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu sévères parce qu'en plus, je t'ai dit que je viens de prendre le carton rouge avant. Donc, moi, je saute vraiment parallèlement à la zone, donc pas pour lui faire mal. Sauf que bon, voilà, je me retrouve pendu à son bras et le rouge est complètement justifié. Mais par contre, je trouve que la dernière action, c'est vrai que le choc est violent, mais en même temps, ils sont en face à face. Et ça reste ça, et en fait, ils se plaignent du coup au visage, mais en fait, il n'est pas du tout. Il n'y a pas de coup au visage, il y a un coup bien sûr, au bras. C'est vrai que le choc est tellement violent que la tête du joueur part en arrière. Mais très sincèrement, pour avoir revu beaucoup de fois les images, déjà, il n'y a pas carton rouge, il n'y a même pas de quoi mettre 2 minutes. Donc, ça aurait dû faire un simple coup franc, sans arrêter le temps. Et donc, en 2 secondes, à 15 mètres, ils n'auraient peut-être pas trouvé une solution. Et on aurait pu prendre un point qui nous aurait fait beaucoup de bien au moral et surtout au classement, quoi, au niveau comptable. Et Anđelković, comment il va? Il a fait une belle entorse à la cheville, mais il sera ménagé mercredi, a priori, contre Montpellier. Mais il sera là pour le match décisif à Istres le 31, parce que là, on aura besoin de tout le monde, et tout le monde performant, quoi. Oui. Non. On a perdu Stade. Donc, pour venir un peu au match contre Saint-Raphaël. Je suis là, désolé. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Je voulais savoir, est-ce que c'est préoccupant ce prochain match qui arrive à Montpellier ou comment vous le préparez un peu psychologiquement?
En fait, psychologiquement, on veut se servir de ce match pour préparer notre match à Istres, parce que même si Montpellier va être fatigué de son gros match contre Barcelone dimanche et qui va être déjà tourné vers le match retour à Barcelone, c'est vrai que Montpellier aujourd'hui a le championnat quasiment en poche et ne va pas forcément tout donner contre nous. Mais c'est une équipe où il y a tellement d'effectifs et tellement de qualité que aller faire un résultat à Montpellier, ça reste quelque chose d'utopique. Donc nous, on va jouer le match à fond parce que ça peut nous permettre justement de prendre un rythme qui va nous servir derrière pour préparer le match contre Istres. Mais très sincèrement, en ayant perdu à Paris, je vois mal comment on va prendre des points à Montpellier mercredi. Alors, Jérôme, est-ce que vous vous êtes donné un petit peu un nombre total de points à avoir dans les 3 prochains matchs? Parce que là, vous faites Montpellier, Chambéry, Istres, il y aura Créteil. Enfin, ça risque d'être compliqué. Est-ce que vous êtes fixé un petit challenge comme ça? Bon, on ne s'est pas fixé de challenge. On regarde aujourd'hui le calendrier. On a donc un déplacement à Montpellier, un déplacement à Istres. On reçoit Chambéry, on va à Créteil. Après, on reçoit Nîmes, on va à Dunkerque. On reçoit Ivry et on finit à Cesson. Donc ça veut dire que bon, il y a déjà 3 matchs où ça va être pratiquement impossible de prendre des points. Et après, il y a 5 matchs contre des équipes, on va dire, de notre niveau. Sauf qu'on a 3 déplacements et 2 matchs à domicile. Aujourd'hui, on estime qu'il nous faut encore 4 points pour assurer le maintien à peu près. Donc ça veut dire gagner les 2 matchs contre Nîmes et Ivry à la maison. Mais c'est vrai que voilà, si on pouvait prendre 1 ou 2 points à Istres ou à Créteil, ça pourrait nous permettre d'avoir un mois de mai beaucoup plus tranquille. Parce que si on joue notre tête sur ces matchs-là, vu que Nîmes et Ivry seront aussi à la lutte, ça risque de donner des matchs très difficiles à gagner. Et donc ça risque voilà, de mal se terminer, quoi. Mais bon, si vous ressortez un peu le même match que face à Saint-Raphaël, parce qu'on a vu quand même une belle équipe de Toulouse, hein, vous avez eu tout contre vous, un gardien en face qui fait 50% d'arrêt, vous avez eu quand même 2 cartons rouges, vous prenez un but sur le buzzer qui est contré, Daouda est un peu pris à contre-pied. Si vous faites la même performance que face à Saint-Raphaël, ça devrait passer aisément quand même. Oui, non, bien sûr. Le problème, c'est qu'on a tendance à se mettre au niveau des équipes contre qui on joue. Donc, si on regarde cette année, mis à part la grosse défaite contre Montpellier, Tremblay et à la maison et à Chambéry, on a gagné très facilement, on va dire, contre Cesson, puisqu'on a fait un match plein. Après, tous les autres matchs ont été très disputés, très serrés. On a fait des matchs nuls. On a perdu, si je ne me trompe pas, 6 matchs d'un but. Donc tout ça, ça ne nous permet pas d'être tranquille aujourd'hui. Mais voilà, il faut absolument qu'on soit capable de hisser notre niveau de jeu contre les équipes de notre niveau, quoi. Et comme tu l'as dit très justement avant, si on est capable de jouer à Istres ou à Créteil comme on l'a fait contre Saint-Raphaël ou contre Nantes, normalement on devrait prendre des points. Mais le problème, c'est que on n'en a pas été capable jusqu'à maintenant. Mickaël? Oui, moi je voulais revenir un peu sur l'équipe de Toulouse. En fait, j'ai l'impression, j'ai parlé un petit peu de l'entraîneur dans les émissions précédentes. J'ai eu un peu la confirmation de ce que je pensais en regardant quelques images sur Canal+. J'ai l'impression qu'il a du mal un peu à s'imposer dans ce qu'on voit. Il est souvent à la recherche de vos regards, de votre approbation. Et qui forcément, il dirige pas forcément d'une main ferme. Alors je sais pas si c'est un problème, je sais pas comment vous le ressentez vous au sein de l'équipe. J'ai bien conscience que tu vas pas balancer sur l'entraîneur comme ça par voie de média, mais j'ai l'impression en plus, je vais être très 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 franc et très sincère. On discute beaucoup avec Joël Da Silva et il est conscient de ses qualités et de ses lacunes et nous aussi, aujourd'hui, le problème de Joël, c'est que c'est un jeune entraîneur de Division 1. Ça fait que en 13 mois ou 14 mois qu'il est en poste. Donc, il a peu d'expérience à ce niveau-là, et notamment au niveau du coaching. Par contre, c'est un entraîneur qui, je trouve, est très compétent pendant toute la semaine. Il nous prépare très bien. Je veux dire, au niveau physique, il n'y a pas de problème. On est tous très bien. Il y a eu finalement très peu de blessés cette année. Alors il y a eu quelques accidents, effectivement, il y a eu des entorses, des choses comme ça qui arrivent sur des chocs, mais pas des blessures musculaires ou
ou ligamentaires qui peuvent arriver par un surentraînement ou un sous-entraînement. Donc le rythme des entraînements et le contenu des entraînements, je trouve, est très qualitatif. Après, le problème, c'est que Joël est un jeune entraîneur et que très souvent, il a l'impression de ne pas être totalement écouté ou pris au sérieux par l'ensemble des joueurs du groupe. Et c'est vrai que c'est plus difficile pour un entraîneur de 40 ans qui a qu'un an d'expérience au haut niveau de se faire respecter que pour un entraîneur confirmé comme peuvent l'être Patrice Canaillé, Thierry Anti ou Philippe Gardan. Donc c'est sûr que c'est plus compliqué, mais très sincèrement, je trouve que c'est un très bon entraîneur. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit aidé par quelqu'un qui ait un peu plus d'expérience et qui puisse un petit peu l'aider, le guider pendant le coaching des matchs, quoi. Voilà. Alors, Jérôme, justement, au prochain match, on l'a dit, contre Montpellier, où vous allez croiser Nicolas Karabatic. Alors, il y a pas mal d'auditeurs qui nous demandent un peu le fin mot de l'histoire. Alors, vous avez une interview sur le Parisien, il me semble. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait ce qui s'est réellement passé? Bon, en gros, c'est facile. Je suis monté à Paris pour un shooting avec Adidas, puisque je suis sous contrat avec cet équipementier. De là, on a fait une interview donc avec une journaliste du Parisien qui est très souvent avec nous sur les stages et les compétitions. Et c'est vrai que bon, on commence à parler de l'euro et je lui dis que voilà, j'ai effectivement, parce que ce qu'elle me demande, c'est si on peut revenir sur l'euro et sur ce qui s'est dit après l'euro dans les journaux, etc. Et je dis, bah, écoutez, moi, c'est simple. J'ai lu l'article de Nicolas dans l'équipe. J'ai lu aussi le reportage sur Canal. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui ont l'impression que Nicolas se dédouane un petit peu, qu'il n'est pas assez critique envers lui-même. Et je dis, c'est dommage parce que je connais très bien Nicolas, que c'est quelqu'un qui se remet tout le temps en question. Même quand il fait des gros matchs, il pointe sur les choses qu'il n'a pas réussi. Et donc, moi, je passe mon temps à le défendre. Et donc, voilà. Et donc, après, ça a été retranscrit. Et je pense surtout que ça a été mal interprété et mal analysé. Mais en tout cas, avec Nicolas, il n'y a aucun souci. Et moi, je l'ai appelé de suite après la sortie du papier parce que je trouve que la réaction des médias avait été exagérée et complètement déplacée. Et Nicolas a très bien compris. Et donc, du coup, ça a éteint le problème parce que Nicolas et moi, on se respecte beaucoup, on s'apprécie beaucoup, non pas seulement en tant que joueur, mais surtout en tant que personne. Et voilà, il n'y a aucun souci entre nous et on sait très bien quoi penser l'un de l'autre. Et Nicolas sait exactement que je ne dirai jamais de mal de lui, et en tout cas encore moins par derrière, ou par voie de presse interposée. Ouais, effectivement. Bon, bah, au moins, on est clair là-dessus. Un petit mot quand même, parce que sur le reportage de Canal+, qui est passé, on a l'impression, et ça a été un peu... on a l'impression que le reportage met en évidence qu'il y a une petite coupure entre le coach et les joueurs. Alors, on a posé la question à Bertrand Gilles, qui était l'invité il y a quelques semaines, qui nous disait que c'était encore une mise en scène Canal+, et qu'il n'y avait aucun problème. Oui. Vous êtes d'accord? Oui, c'est vrai. Oui, je suis entièrement d'accord. Il n'y a aucun problème entre le staff et les joueurs, comme à l'intérieur du groupe d'ailleurs, entre les joueurs. Et c'est vrai que le montage est fait pour que on pense que justement il y a eu un souci. Moi, la seule chose qu'il y a eu, c'est que, et j'en ai fait mon autocritique, c'est que voyant que Nicolas avait été pas très performant contre l'Espagne et au deuxième match contre les Russes, j'avais très envie de l'aider et que voilà, qu'on retrouve notre Nicolas à nous. Et j'ai pas été capable en tant que capitaine de trouver la solution. Donc ça, je m'en veux énormément. Mais ça, je lui ai dit aussi à Nicolas. Je lui ai dit que je ferai tout pour l'aider la prochaine fois. Mais après, très sincèrement, par rapport au reportage de Canal, c'est vrai que le montage est fait pour qu'on pense qu'il y a un souci alors qu'il y en a vraiment pas, quoi. Ouais. On voit pas trop la nécessité de faire ça, surtout pour Canal quand même. Donc bon. Thomas, je crois que tu avais une question. Oui, bonjour Jérôme. Bonjour. C'était pour savoir quel effet ça faisait de recevoir, d'être décoré de la Légion d'honneur. Bah, c'est quelque chose de particulier parce que quand on fait du sport, quand on est jeune
et qu'on veut devenir professionnel, on rêve de devenir champion de France, de porter le maillot de l'équipe de France et pourquoi pas un jour de jouer une grande compétition avec l'équipe de France et de la gagner. Mais c'est pas le genre de récompense auquel on fait allusion ou auquel on pense. Et c'est vrai que c'est plutôt surprenant parce que bon, voilà, c'est quelque chose qui va au-delà de notre discipline. Mais bon, voilà, c'est quelque chose aussi qui récompense un titre olympique. Et je trouve que c'est fabuleux que nous, sportifs, on puisse être décorés de la Légion d'honneur. Maintenant, ce que je regrette, c'est d'avoir dû le faire à titre individuel parce que la remise collective avait déjà été faite en janvier 2009 et que nous étions pris au mondial en Croatie. Donc voilà, on va tous devoir maintenant le faire chacun de notre côté. Mais bon, en tout cas, pour moi, ça a été un très bel événement, une très belle soirée. J'étais entouré de tous les gens que j'aime et qui m'aiment. Et donc du coup, c'était quelque chose de très très fort émotionnellement. Et voilà, je remercie tous les gens qui ont pu organiser ça parce que voilà, c'était quelque chose de fabuleux pour moi. Alors, Jérôme, est-ce que vous êtes vraiment décidé à vous présenter à la reprise un peu de l'équipe de France en tant qu'entraîneur? C'est vraiment quelque Non. chose qui... Non, très sincèrement, non. Aujourd'hui, moi, je veux continuer à jouer. Je suis en contrat jusqu'en 2015 avec Toulouse. De ce qu'a dit le DTN Philippe Bana et ce qu'a dit aussi Claude Onesta dans la presse, ils vont repartir sur un contrat d'une durée de 4 ans, donc jusqu'au Jeux de Rio. Donc déjà, il n'est pas d'actualité de parler d'une reprise ou d'une succession derrière Claude Onesta. Maintenant, comme je l'ai dit dans la presse, si on venait à me le proposer dans un avenir, dans quelques années, forcément, c'est quelque chose auquel on aurait du mal à dire non, quoi. C'est pas quelque chose qu'on peut facilement refuser, quoi. Donc, petit rassemblement de l'équipe de France début avril, j'imagine que ça va vous faire un bien fou parce que ça doit être un peu difficile avec Toulouse et c'est une petite bouffée d'oxygène. On peut terminer sur cette histoire d'entraîneur. Oui. Ouais, bien, Mika. Parce qu'en fait, tu dis je serais prêt à l'accepter si on venait à me le proposer. Est-ce que tu te sens la légitimité pour être entraîneur de l'équipe de France, n'ayant pas encore eu de parcours significatif en tant qu'entraîneur? Je sais pas, c'est pas à moi de juger. Ce que je sais, c'est que je connais bien le milieu, je connais très bien tous les joueurs de l'équipe de France, je connais voilà, le milieu international, les grandes instances, les décideurs, les arbitres. Voilà, c'est quelque chose que je maîtrise et en plus, ça fait maintenant 4 ans que je suis capitaine de cette équipe, donc j'ai un certain respect au niveau international de la part des autres équipes et des grandes instances. Donc oui, ça peut être une bonne chose pour moi. Maintenant, est-ce qu'il faut obligatoirement entraîner un club de première ou deuxième division avant de devenir sélectionneur? Ouais, sûrement, peut-être, mais en tout cas, voilà, pour l'instant, moi je suis joueur et c'est vrai que on verra dans quelques années si la situation se présente, mais pour l'instant, c'est difficile de donner son avis. Je pense que ça sera de toute façon à la fédération de décider. Est-ce que Onesta est pas en train de s'inspirer un petit peu du rugby et lui aurait plus un rôle à la Joe Mazzo de manager général et de mettre en place justement des entraîneurs bien spécifiques, que ce soit défensif ou offensif? Ben, ça, c'est, je pense à lui de répondre, hein. Aujourd'hui, moi, je peux pas parler à sa place. Ce que je sais, c'est que moi, je continue à jouer. J'espère être sélectionné encore pas mal de fois. Et puis voilà, après, ça sera à lui de définir la meilleure des solutions pour l'avenir de l'équipe de France. Et bon, voilà, si on me propose quelque chose, je verrai si j'accepte ou si les conditions dans lesquelles ça pourrait se faire peuvent me convenir.
Non, mais c'est vrai qu'il a l'impression d'essayer de prendre un peu plus de, quoi, il parle de prendre un peu plus de recul, un peu plus de hauteur pour être plus performant au niveau managérial, mais peut-être laisser un peu plus le terrain à d'autres personnes dans son discours. Il le laisse déjà pas mal à Sylvain Nouet, donc Ouais, bien sûr. après, je sais pas, s'il veut élargir son staff, c'est sûr il a plein d'autres solutions, mais je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il veut surtout, c'est que le staff actuel reste en place. Voilà. Alors, est-ce que le fait d'avoir fait une contre-performance à l'Euro, ça vous met un peu de pression supplémentaire pour les JO? Ouais, je pense que les jeux, c'est quand même quelque chose à part dans la saison, parce que on va avoir 6 semaines de préparation physique et handball, alors que là, on n'a eu que 10 jours. On sortait de 4 compétitions gagnées, donc on avait plus envie de conserver nos acquis que de travailler sur quelque chose d'autre pour surprendre nos adversaires. Là, on va avoir le temps de finir notre saison avec les clubs, de se ressourcer un petit peu, puisqu'on aura pratiquement 3 semaines de vacances. Et puis, on va redéfinir des tactiques de jeu, peut-être des alternatives aussi en défense pour ne pas rester que sur notre 5-1. Et voilà, essayer de trouver plus de solutions pour les jeux. Mais en tout cas, je peux vous assurer qu'on va arriver fin prêt pour Londres et que voilà, on fera la meilleure compétition possible. Maintenant, ça garantit rien, mais bon, quand on regarde ce que fait l'équipe de France depuis 4 ans et l'effectif qu'elle pourra amener au jeu, puisqu'on sera que 14, c'est vrai qu'on est peut-être les mieux armés pour monter sur le podium avec le Danemark, l'Espagne et la Croatie. Maintenant, on verra si on en est capable ou pas, parce que à Athènes, on avait fait une très très belle première semaine, on avait fini premier de poule, et malheureusement, notre quart de finale s'était très mal passé. Et donc, avec seulement une défaite, on avait fini 5e. Donc, je crois qu'on a assez d'expérience pour bien préparer ces Jeux de Londres et pour bien cibler surtout les matchs importants. Et les matchs importants, ça sera surtout à partir des quarts de finale. C'est là où il faudra arriver à plein régime, quoi. Au taquet, ouais. Thomas, tu avais une petite question? Ouais, une question, c'était par rapport à Didier Dinard. Qu'en est-il de sa venue à Toulouse? C'est un petit peu en stand-by parce que Didier a envie de jouer encore une seule saison. Que cette saison, il l'a sous contrat avec l'Atlético Madrid. Alors c'est vrai qu'il peut se libérer, mais s'il se libère pour venir à Toulouse, c'est vrai qu'ici, on compte sur lui pour faire 2-3 saisons. Et je pense que c'est pas sa volonté. Donc pour l'instant, on est plutôt sur d'autres objectifs au niveau recrutement. On cherche plutôt un gros pivot numéro 1 capable de nous apporter plus de poids dans les défenses adverses, plus de régularité au niveau des performances. Et puis si possible, peut-être améliorer encore un petit peu l'équipe avec 1 ou 2 joueurs de plus. Mais voilà, notre priorité, c'est d'avoir vraiment un très très bon pivot l'année prochaine. Et puis peut-être compléter l'équipe et pouvoir passer un cap dès la saison prochaine et pas se retrouver dans une situation comme à l'heure actuelle où on s'est fait malheureusement rattraper par les équipes qui étaient en difficulté à la trêve hivernale. Alors, Jérôme, une petite question comme ça. Est-ce que vous avez réglé votre problème Grey Anatomy qui vous empêchait de voir les matchs du Barça? Oui. C'est pas qu'il est réglé, c'est que après on fait selon le moment et c'est vrai que des fois il y a des matchs vraiment exceptionnels, donc la question ne se pose même pas. Et puis quand il y a des matchs où c'est pas forcément des grosses équipes en face, on essaye de zapper pour voir les buts et on essaye de suivre autre chose, mais en même temps, Grey's Anatomy est en stand-by en ce moment, donc ça nous permet de plus regarder le Barça au foot. Stan, tu avais quelques petites phrases à lui faire dire à Jean? Ouais, et puis j'avais aussi une petite question pour Jérôme par rapport à ce qu'il est parrain aussi d'un stage de handball. Je voulais savoir si tu étais toujours parrain. Oui, bien sûr. Alors déjà, je suis toujours parrain. Par contre, sur les années olympiques, malheureusement, je peux pas y aller puisque je suis pris pendant l'été. Alors normalement, j'espère. Mais après, sur les autres étés, donc à partir de 2013, je vais même être plus qu'un simple parrain, puisque je vais même participer à l'élaboration des stages,
au contenu des séances et des journées de stage, parce qu'il est hors de question que les enfants qui sont en vacances pendant 15 jours fassent du handball et le matin et l'après-midi, parce qu'après ils se blessent malheureusement, ça fait un peu trop de charge de travail pour eux. Donc on va essayer de rééquilibrer tout ça, d'avoir des contenus de séances un peu plus tournés sur le jeu, sur l'apprentissage du jeu, les attaques d'intervalle, parce que je me suis rendu compte que on les faisait beaucoup travailler sur on va dire sur des confrontations à 6 contre 6. Et c'est vrai que des fois, c'est bien aussi de travailler sur des supériorités numériques pour leur apprendre justement à bien attaquer dans les intervalles, à bien gérer justement les attaques, les passes, les faire progresser aussi au niveau de la passe, parce que c'est vrai qu'ils travaillent très peu ce système-là, enfin ce secteur-là. Et il y a il y a de grosses lacunes au niveau du jeu de passe chez les jeunes. Il y a beaucoup de passes dans les pieds, dans les tribunes, etc. Donc tout ça va être mis en place et je vais y participer. Donc contrairement aux 7 années qui sont passées où j'étais simplement parrain et où j'intervenais 48 heures sur le stage, mais là je serai beaucoup plus présent. Gardez-nous un peu de temps, hein, Jérôme. Oui, mais bon, en même temps, voilà, ça sera surtout pendant le printemps se réunir avec les éducateurs pour justement bien cibler tout ça, quoi. Super initiative. Stan, la petite phrase avant de... Bah, la petite phrase toute simple maintenant, hein, c'est ici Jérôme Fernandez, parrain de Handé, bienvenue sur RTS. Ok, ça marche. Alors ici Jérôme Fernandez, parrain de Hyundai, bienvenue sur RTS. Merci Jérôme. C'est parfait, Benoît, je crois que tu voulais conclure par... Oui, juste, on avait reçu un journaliste espagnol, je vais peut-être écorcher son nom, mais Iñaki de Morica. Ouais. Il travaille tu connais, non? pour qui? Voilà, et tu vois qui c'est, non? Ouais, j'ai dû le croiser plusieurs fois de vue, oui, effectivement. Ouais, et que j'ai eu tout à l'heure et qui te passe bien le bonjour. Eh ben, c'est très gentil. Et juste pour finir, moi je voulais juste dire à Jérôme que si vous cherchez un pivot, il y a Benoît qui est disponible. Il est en fin de contrat, Ben? Je sais Non, mais pas, on peut s'arranger. Il joue sur tous les tableaux maintenant. Ouais, j'imagine. il Merci. découvrira le soleil. Alors, merci vraiment, Jérôme, d'avoir été avec nous. On n'a pas pu vous poser les questions, pas mal de questions auditeurs, hein. Vous imaginez qu'on a été afflublés. N'hésitez pas à puber, hein, sur Facebook et sur Twitter, hein. Je sais que vous aimez bien. Et également, on l'a dit en début d'émission, une grosse pensée pour ce qui s'est passé à Toulouse ce matin, la fusillade. Donc, oui. On a beaucoup parlé de ce matin, mais bon, apparemment, il y a eu aussi... Et déjà eu 2 précédents, oui, voilà, un dimanche dernier à Toulouse. Et a priori, c'est lié. Donc, Toulouse et Montauban, ouais. Ouais, les militaires, hein. Donc une grosse pensée aux familles et c'est vrai que ce soir on est un peu attristé. Merci Jérôme d'avoir été avec nous et puis au plaisir de vous avoir. On est très fiers d'avoir Jérôme Fernandez comme parrain. Ben merci, c'est très gentil et je suis ravi de participer à l'aventure et que les gens qui aiment le handball comme nous puissent avoir d'autres interlocuteurs et d'autres moyens de communication que seulement la presse écrite ou la télé. Et c'est une très belle initiative. Merci Jérôme. On vous souhaite une bonne soirée et bon match contre Montpellier. Et puis on souhaite vraiment que Toulouse puisse vraiment... Rester en D1, voilà, ça suffit. Voilà. Merci Jérôme, bonne soirée. Merci, bonne soirée, à bientôt. À bientôt. Donc voilà, c'était Jérôme Fernandez, hein, avec toute l'humilité qui le caractérise, qui était avec nous. Dans quelques instants, on va recevoir Michael, on va recevoir tout simplement Cyril Viudès, c'est ça, qui est... Voilà, il va être avec nous dans quelques minutes, le temps que Stan puisse lancer tout simplement l'appel, un petit jingle, et puis ça va être parti pour tout simplement ce qu'on... la rubrique de Michael Illes, hein, les Français de l'étranger, c'est devenu culte. Alors, on va pas vous le cacher, on a du mal parce que je crois qu'on a fait pratiquement tous les Français de l'étranger. Alors, il nous en reste quelques-uns, Mika. Je crois qu'on galère un peu, donc ça va être une rubrique qu'on va dire qui va venir toutes les 2 semaines maintenant. Ouais, exactement. Allez. Ça fait un tour.
le petit jingle, et puis on se retrouve tout de suite après avec Cyril pour les Français de l'étranger. Les Français de l'étranger, Michael Ilès. Cyril va pas tarder à arriver. Il devrait être là normalement parmi nous. C'est parti. Bonsoir Cyril. Oui, bonsoir. Alors, c'est bon, je suis là. Désolé. voilà. Ouais, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Oh, parfait. Excusez-moi, un petit problème de connexion. C'est pas grave. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ouais, avec plaisir, avec plaisir. Donc voilà, pour te présenter un peu, tu as donc joué à Toulouse et à Saint-Raphaël en championnat de France. Et Exactement. tu es parti à Kolding, donc au Danemark, cette saison, il me semble. Exactement, oui, ça fait 8 mois maintenant. Donc, écoute, comme je le pose à tous mes invités, pourquoi avoir quitté la France? Ça semblait se passer plutôt bien pour toi à Saint-Raphaël, un club qui était en plein boom. Ouais. Et voilà, tu quittes le championnat. Pourquoi? Bah alors, pas de secret, il y a l'opportunité déjà. Kolding, c'est quand même un club qui a moins me parlé en tout cas, pour les avoir vus plusieurs fois jouer en Champions League. Et tout simplement, Saraf n'a pas voulu me garder, je ne vais pas mentir. D'accord. Voilà, ça a été un peu plus compliqué que ça, je résume, mais ils voulaient me garder, mais je pense qu'à la fin, sur la fin de saison, ils ont eu l'opportunité de faire signer David Juricek. Ça souffre d'aucune comparaison, je veux dire, c'est quand même un grand pivot. Et donc finalement, ils m'ont dit, l'offre ne tient plus, donc il a fallu que je trouve autre chose. Et j'ai eu cette offre-là qui m'a beaucoup intéressé. Donc voilà pourquoi je suis au Danemark à présent. Donc, tu as bien rebondi. Le championnat danois est un des bons championnats européens. Il est en pleine expansion, avec notamment Copenhague qui devient une des grosses équipes européennes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce championnat? Alors Copenhague, c'est le fer de lance, évidemment. En ce moment, c'est le petit bijou de la fédération danoise. Eux, ils ont des moyens qui sont très conséquents. C'est un peu l'image de Montpellier en France, de toute façon. Mais le championnat danois est vraiment en pleine progression par rapport à ce que j'ai pu voir auparavant. Mais je pense qu'il vaut le championnat français aujourd'hui. Alors peut-être pas les 2-3 dernières équipes qui pataugent un petit peu, mais je peux dire que très sincèrement, les 7-8 premières équipes ont vraiment de belles valeurs et ont de beaux joueurs. Voilà. Donc c'est vraiment un championnat qui progresse. C'est un style de jeu absolument différent par contre. Donc je ne sais pas en termes d'opposition entre un club français et un club danois ce que ça donnerait. On l'a vu entre Copenhague et Montpellier, mais voilà, donc ça progresse vraiment. Il y a un engouement terrible autour du handball, terrible. Donc voilà, il y a beaucoup de plaisir à prendre. Les gens aiment ça. Donc voilà, vraiment le championnat en bénéficie. Puis je ne parle pas évidemment j'imagine qu'on y viendra, mais des résultats de l'équipe nationale qui tirent vers le haut les clubs danois, évidemment. Et tu parles de différence. Pardon? Tu parles de différence dans le jeu. J'ai Ouais. entendu dire que c'était beaucoup plus porté sur l'attaque quand même. Ah ouais, c'est de l'attaque à tout prix, à tout prix. On en a vu quelques-uns en France, mais c'est des manières de ballon. Donc ils aiment beaucoup jouer et puis ils s'attardent pas, on met pas en place. Enfin, si, il y a des systèmes de jeu, bien évidemment, mais on joue le plus rapidement possible, on tente des gestes un petit peu, mais qui maîtrisent pas mal parce qu'ils font ça en permanence. Voilà. Mais oui, c'est de l'attaque, du beau jeu, très rapide. Voilà, il y a de la défense. C'est pas, bon, c'est un peu ce qui me désavantage moi ici. C'est pas la défense rugueuse comme on peut retrouver en France ou encore plus en Allemagne. Voilà, ici c'est très protégé. Les arbitres sont assez clairs là-dessus. Donc voilà, mais en ça le jeu est différent. Il est très rapide et ouais, c'est beaucoup d'attaques. C'est des schémas évidemment tactiques à respecter, mais c'est beaucoup de prises d'intervalle. C'est vraiment différent. Voilà. Est-ce que tu dois faire toi du coup évoluer ton jeu parce que c'est vrai que tu es un pivot assez rude en défense et plutôt sur les prises d'opposition en attaque. Absolument. Du coup, pardon, c'est un temps d'adaptation. Ça commence depuis 2-3 mois, je dirais, vraiment bien tourner. Ouais, en défense, moi, comme tu le dis, je suis assez rugueux. Donc, il faut s'adapter. Bon, on n'est pas moins rugueux en défense, mais on est beaucoup plus propre, on va dire. Voilà, donc, ça me fait gagner un petit peu en anticipation, on va dire. Et sur ce qui est, pour l'attaque, par contre, c'est beaucoup de glissement, c'est beaucoup de démarquage. Ils jouent pas trop sur les blocs et sur les écrans. Mais je pense que j'apporte ça maintenant, justement, à cette équipe aujourd'hui, en toute humilité. Et ça apporte quelque chose de différent. Et je pense que l'entraîneur m'utilise beaucoup pour ça. Donc c'est intéressant. Je veux dire, il faut que je m'adapte, mais ma particularité apporte quelque chose, je crois, aussi à l'équipe. D'accord.
Et est-ce que tu peux nous parler aussi de la formule, parce que je sais qu'elle est différente de la formule française. Absolument. Alors en plus, on arrive au terme de la première phase de la formule, je dirais. Donc il y a un championnat absolument égal au championnat français, 14 équipes, match aller-retour. Donc là, on a le dernier match mercredi, nous. Et ensuite, les deux, ça se divise, donc c'est un système de play-off, hein, ni plus ni moins. On se divise en deux poules de 4, donc les 8 premiers sont qualifiés pour ces play-offs. Dans ces deux poules de 4 sont reversés le premier et le second du championnat régulier, si vous me suivez, avec 2 points d'avance, le troisième et le quatrième avec 1 point d'avance. De la 5e à la 8e place, donc les 4 suivants, aucun point. On refait un mini-championnat, match aller-retour contre les 3 autres équipes du groupe. De là, les 2 premiers sortent en demi-finale. Deuxième contre premier et inversement. Demi-finale, finale en match aller-retour type Coupe d'Europe. Voilà. Du coup, ça fait beaucoup de matchs dans la saison. Beaucoup, carrément. En ce moment, on joue 2 fois par semaine, c'est un peu usant. Mais c'est passionnant, c'est un système vraiment différent. Évidemment, sur la fin de championnat, il y a des calculs qui sont faits. Nous, on a gagné hier contre une équipe de bas de tableau, donc on a assuré la seconde place au championnat derrière Copenhague, bien sûr. Et derrière, je pense qu'il y a des équipes, notamment l'équipe d'Odrai, hein, Tuzolana, qui se retrouvent 3e. Et je ne sais pas s'ils ne sont pas en train de calculer pour finir 4e, parce que dans ce cas-là, ils se retrouveraient dans le Coupe de Copenhague. Ils auraient l'opportunité de jouer une demi-finale, pas contre Copenhague, si vous me suivez. Donc ça, c'est important, hein. C'est important parce qu'aujourd'hui, ils dominent. Ah ouais. Voilà. Sur un match aller-retour, c'est jouable. Sur l'ensemble d'un championnat, c'est un peu difficile quand même. D'accord. Voilà. Ok. Et tu as signé pour combien d'années au Danemark? 2 ans. Voilà, je suis là pour 2 ans sûr, et puis on verra la suite. Tu t'y sens bien? Tu t'y sens de rester? Ou c'est un peu difficile par rapport à la vie française? Passer de Saint-Raphaël, le soleil, au froid C'est pas danois? le même climat. C'est sûr que c'est pas le même climat. Mais on s'adapte. On s'adapte. La vie est plaisante ici. C'est pas. Et la France, on est à près de 70 millions de personnes. Ici, on est 5 millions. Hein. Donc la vie est plutôt cool. On vit beaucoup à l'intérieur parce qu'évidemment, il fait froid et nuit un peu tôt l'hiver. Mais les gens sont très sympas. Nous, on a une intégration avec ma femme et notre petit bébé, on a une intégration qui est vraiment pas loin d'être parfaite actuellement. Ça se passe très bien pour nous. On est très heureux. On se fait des relations dans le milieu du handball et autour. Donc nous, on se sent très bien ici. On n'a aucune réticence à rester plus longtemps maintenant. L'occasion fait le larron, hein, on verra bien la suite. Mais pour l'instant, on se sent bien. Donc il n'y a pas de raison de rompre le contrat, par exemple, de manière anticipée. Là, on est bien. Voilà. D'accord. Et tu parles quelle langue avec les gens autour de toi? Parce que le danois, c'est une langue assez difficile quand même. Je savais que ça viendrait sur le tapis, ça. On parle anglais. Ici, ils sont tous bilingues. Justement, Ouais. ce que je disais, le Danemark est un petit pays. Il y a 5 millions de personnes qui parlent le danois et pas d'autres dans le monde. Donc, ils savent qu'il faut parler anglais. Voilà, non, mais la télé, il n'y a qu'à regarder la télé, tout est en anglais. Hein, il y a très peu de chaînes en danois. Donc, ils parlent tous parfaitement anglais. On parle anglais. J'apprends le danois. C'est très difficile. J'essaye un petit peu, mais c'est pas encore probant. Mais ça avance. Mais on parle anglais. Bon, Stan, t'as une petite question? Ouais, en fait, tu m'avais pris ma question, en fait. C'est Ah, exactement ce que je voulais. Ce problème de communication, bah, tu y as répondu. Est-ce que les Danois sont tous blonds? La plupart. On a Bo Spellerberg dans l'équipe qui est brun, mais après, on a que des blonds. Ouais. Je déteins un peu, moi. Mais c'est vrai. C'est pas une légende. Alors, Cyril, on en parlait, l'équipe danoise, bah, voilà, championne d'Europe. Est-ce qu'il y a un véritable engouement pour ce sport du côté du Danemark? Ah, c'est la folie. Un exemple, moi, quand je suis arrivé cet été, c'était le moment des championnats du monde, moins de 21, je crois, ça devait être au Brésil, ou je sais plus. Il y avait tous les matchs de l'équipe danoise des jeunes en direct. Il y a eu également le même été les championnats du monde des moins de 20, moins de 19, je crois. Il y avait tous les matchs en direct également. C'est un truc qu'on peut pas avoir en France et c'était très suivi. Après, je parlerai pas évidemment de la finale du Danemark au championnat du monde. Il y a eu plus de 3 millions de spectateurs sur un pays qui en compte 5 millions, c'est quand même gigantesque. Non, c'est vrai. Et après, voilà, les matchs, nous on a fait des matchs. On est Kolding, on est l'équipe la plus titrée du Danemark, mais bon, aujourd'hui on n'est pas à Kiel non plus. Hein. On a fait des matchs dans des salles de 10 000 personnes où c'était rempli. Et, c'est le sport numéro 1 au Danemark? Oui, sans conteste, absolument. Il y a vraiment Ça des dépasse le football. Ah.
Question qui fâche. Oh, je parlais football, merde, On a excusez-moi. dit qu'on parlait pas de football Ouais. dans Handball, putain. Merde. Putain, merde, tes formations Bugué le professionnelles. truc. Cyril a un petit souci avec D'accord, avec ok. Cyril. C'est pas grave. Donc on a pas mal de voilà, on le rappelle, il y avait pas mal de questions à lui poser. Assez intéressant d'ailleurs de savoir un peu quand on voit. Ah Cyril, Cyril on a est retrouvé revenu. Cyril. Oui, vous m'entendez? Ouais, Oui. parfaitement. Ah, Alors- désolé, j'ai des problèmes de connexion. Non mais c'est pas grave. Stan a parlé de football, donc vous êtes parti. Ah, d'accord. Ça tombe bien, je suis pas un grand fan. S'il y a du Ouais. football. Moi, je te Il y a- demandais par rapport aux capacités des salles, parce que c'est vrai que Copenhague, qui est le club phare en ce moment, il me semble que la salle est pas énorme. Si? Alors, je pourrais pas dire en termes de quantité. Par contre, elle est belle, hein. Non, non, c'est pas gigantesque. Je pense que ça vaut pas l'Arena de Montpellier ou même la salle de Chambéry. Effectivement, mais enfin, l'année dernière, Copenhague a joué la finale contre l'équipe d'Audrey. Ils l'ont joué dans le stade de foot. Il y a eu 35 000 spectateurs, hein. Donc, ils sont capables de s'adapter. C'est un record mondial pour un match de hand. Donc, voilà, ils peuvent vraiment créer les événements autour des matchs de handball. C'est pas un problème. Alors, Cyril, vous dites que, alors médiatiquement parlant, le handball tient une place importante au Danemark et financièrement parlant. Est-ce que par rapport en France, au niveau des salaires des joueurs, c'est un peu plus lucratif? Oh non, je pense pas. Bon, on met Copenhague à part, hein, c'est toujours pareil. Ouais. Après, je pense pas. Je pense que comme je disais tout à l'heure, les 7-8 premières équipes qui ont vraiment de la qualité ont des joueurs internationaux qui doivent certainement être bien payés. Après, il y a les jeunes qui viennent compléter l'effectif. Et puis voilà, donc je pense que c'est pas plus qu'en France. Non, aujourd'hui, Ouais, je pense pas. T'as pas les bons repères, t'étais à Saint-Raphaël, c'est le club où tous les joueurs en France. C'est ce qu'on n'arrête pas de me dire. Mais non, je suis pas le bon exemple en plus. Mais non, je crois pas, vraiment. Ouais, en même temps, je vais pas demander les salaires aux autres, hein, mais- Alors, d'un point de vue, d'une vision d'ensemble du Danemark, comment ils voient un peu le hand français au niveau du club et puis au niveau de l'équipe de France? Est-ce qu'on est bien perçu? Est-ce on est vraiment une équipe à craindre, un championnat en plein essor? Comment c'est perçu un peu, le championnat de France? Alors, c'est assez curieux parce qu'il s'étalonne beaucoup. Vous m'entendez? Ah, c'est pas le problème. Oui, parfaitement. Ah, parfaitement. d'accord, excuse-moi. D'accord. Il s'étalonne beaucoup par rapport au handball français. Alors, évidemment, l'équipe nationale, hein, c'est un vrai miroir pour eux. Aujourd'hui, c'est un peu d'ailleurs l'adversaire, l'ennemi juré, hein. La France, ça représente beaucoup, surtout vu le parcours des 5 dernières années. Mais également par rapport au championnat. Moi, ils m'ont beaucoup demandé ce que je pensais du championnat danois par rapport au championnat français. Si on les rattrapait, si on pouvait leur passer devant. Donc, ça a une grande valeur pour eux. Ça a une grande valeur. Maintenant, les clubs, ils connaissent Montpellier, ils connaissent Chambéry. Voilà, après, il y a les clubs qui peuvent rencontrer en Coupe d'Europe. Je suis allé voir Dunkerque jouer à Skjern. C'était il y a 2 mois, je crois, ou 1 mois et demi. Donc, ils regardent beaucoup ce qui se fait là-bas. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui soient prêts à faire le voyage en France parce qu'ils croient beaucoup au handball danois. Donc, ils sont là pour développer le championnat ici. Mais oui, effectivement, ça tient Enfin, ils ont le handball français en haut respect. Vraiment. Et est-ce que vous, d'un point de vue personnel, le fait que le handball en France commence à devenir un peu plus médiatique avec Canal, avec voilà, des émissions comme la nôtre, est-ce que cela le rend un peu plus attractif? Le championnat de France? Ah bah, Oui. évidemment. Bon, évidemment, je suis parti quand Canal a pris le relais. Mais moi qui suis à l'étranger, qui suis ça via Internet, ça se développe beaucoup. Je le vois maintenant que je suis un petit peu sorti de ce cocon-là. Je trouve qu'on en parle beaucoup plus sur même les divers médias qui sont pas liés au sport. Moi, je vois souvent des nouvelles sur Internet liées au handball, alors que ça n'était pas le cas, je pense, il y a 2-3 ans en arrière. Donc, je trouve que ça se développe et on en entend parler même ici. Donc, Ouais. c'est très intéressant. Notre émission qui déchire tout aussi, on peut le dire. Absolument. Une petite question d'une de nos auditrices, Bibine. Voilà, hein. Jouer aux côtés d'un grand monsieur comme Lars Christiansen, ça fait quoi? Ça aussi, c'est une question qui revient souvent. Avant tout, c'est un homme très, très sympathique. Voilà, c'est quelqu'un qui est très ouvert. Je pense que c'est ce qui fait aussi sa popularité au Danemark. C'est incroyable parce qu'il est très sollicité. Il répond à toutes les sollicitations.
Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est agréable à côtoyer au quotidien en tant qu'homme, et en tant que joueur, c'est quelqu'un de talentueux. Il va faire 40 ans dans un mois, on en parlait encore hier ensemble. Il a une forme incroyable, il a encore une qualité de jeu qui est... moi, quand j'ai vu qu'il partait de Flensburg, je me suis dit, bon, bah, il est fini. J'arrive à Kolding, je le vois jouer aujourd'hui, il est titulaire, il est capitaine de l'équipe nationale, j'espère pour lui qu'il ira aux Jeux Olympiques. Bon, maintenant, il est ailier, je suis pivot, hein, il ne va pas non plus m'apprendre comment jouer à mon poste. Mais c'est un exemple, moi j'aimerais être comme lui à son âge. Stan, je crois que tu avais des petites questions. Ah ouais, non, dernière question, pardon, d'une auditrice. Alors, est-ce qu'un retour en France, même si vous l'avez plus ou moins répondu, est-ce qu'un retour en France est prévu ou pas? Bah, c'est pas, disons que c'est pas prévu, je vois pas, enfin, pour l'instant, je vois pas à plus long terme que le terme de mon contrat, justement. Mais forcément, enfin, une fois de plus, le jour où j'ai une offre intéressante, je l'envisagerai. Je rentrerai en France un jour de toute manière. Et puis bon, il y a la reconversion qui interviendra aussi à un moment donné. J'ai fait 30 ans le mois dernier. Je suis pas encore sur la fin, loin de là j'espère, mais bon, je l'envisagerai aussi. Donc effectivement, revenir en France, ça interviendra un jour. Dans un an, dans 3 ans, j'en sais rien. Ça par contre, c'est pas planifié. Benoît, petite question. Oui, salut Cyril. Salut Benoît. Tu as eu aussi l'occasion d'aller en Espagne, donc tu as quand même déjà pas mal voyagé. Quelles sont les différences que tu peux nous donner un petit peu par rapport à ces 3 championnats? Ouf. Alors, bon, le championnat danois, je viens d'en parler un petit peu. Le championnat espagnol, c'était là de prime abord, ce que je peux répondre, c'est plus en termes de formation que de jeu. Alors, en Espagne, il y a toutes les stars qu'on connaît, qui, bon, même si actuellement avec la crise c'est un petit peu difficile, mais c'est un championnat comme l'Allemagne qui est très, très prisé par les meilleurs joueurs internationaux. Le Danemark, c'est différent. En termes de joueurs internationaux, il y a quasiment que des Scandinaves. Hein. C'est la Suède, c'est la Norvège, c'est le Danemark. Il y a quelques Yougos, comme on les appelle, hein, parce qu'il y en a dans tous les championnats. Voilà. Donc c'est pas couru de la même manière. Voilà. Maintenant, je trouve qu'en termes de formation, la France est très bien. L'Espagne, je trouve qu'ils s'en souciaient pas du tout. En tout cas, quand j'y étais, ce que j'ai pu en voir, on engage un joueur, même s'il est jeune. Moi, j'avais 22 ans, je crois, quand je suis parti là-bas. Il faut jouer. Il faut jouer et on ne s'attache pas à développer tes qualités. Tu arrives avec des qualités et on va les mettre à profit, point barre. Le Danemark est beaucoup dans la formation aussi. Voilà. Et, Justement, parce on voit souvent le jeu scandinave qui est avec un jeu de passe assez incroyable. Est-ce qu'il y a vraiment voilà, comme tu dis, il y a vraiment une formation type depuis le plus jeune âge sur la qualité de passe, la qualité individuelle qui est mise en avant? Complètement. Enfin, c'est ce que je peux voir moi aujourd'hui, absolument. Et surtout, plus que une formation, je dirais qu'il y a des permissions. C'est un peu à l'entraînement. Bon, quand on fait les entraînements avec les jeunes ou avec l'équipe 1 uniquement, disons que les joueurs ont le droit de tenter un paquet de choses que moi, par exemple, à Saint-Raphaël, j'aurais jamais pu tenter. Voilà, c'est beaucoup de passes dangereuses, de tirs un petit peu spectaculaires, mais à force de répétitions à l'entraînement et surtout sans se faire engueuler par le coach, ils les réussissent et ça devient une partie intégrale du jeu danois. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire aujourd'hui à ce sujet-là. Et on sait que le handball féminin est aussi très présent au Danemark. Comment se fait la cohabitation? Ouais, bah alors là, j'en ai aucune idée. On a une équipe féminine aussi à Kolding. On se croise de temps en temps. Mais après, c'est très médiatisé aussi, hein, par contre. Ouais, non, mais c'est pour ça. Est-ce que justement, du coup, ça partage un peu les richesses, et donc ça peut aussi être un avantage, mais aussi un inconvénient? Je sais pas quelles sont les répercussions, honnêtement. Tout ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, il y a 3-4 gros clubs danois féminins qui sont très présents sur la scène européenne et qui sont très médiatisés aussi. Maintenant, est-ce qu'ils travaillent bien ensemble ou est-ce qu'il y a des problèmes entre l'ordre féminin, masculin, est-ce qu'il y a des conséquences négatives? Je pourrais pas vous dire aujourd'hui. Et moi j'ai une question aussi. Bonsoir Thomas. Il est comment le nouveau meilleur joueur du monde, Mikkel Hansen? J'ai parlé un petit peu avec lui, il est sympa. Il a l'air abordable aussi. Par contre, il est très fort, hein. Ça, il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, Copenhague, sans lui, et éventuellement Casper Witt, le gardien, c'est pas la même équipe. Hein. Ouais, il est super fort. Puis ici, c'est une superstar. Hein. C'est incroyable. Donc, tu lui as quand même mis quelques tartes, je suppose. J'ai essayé, il tire de loin. Donc, tire trop loin. Ouais, voilà, c'est un peu le problème. Si, en Seattle, le temps contre Copenhague,
Ils sont premiers, on est deuxième, donc c'est les grosses oppositions. On a perdu 2 buts récemment contre eux. Donc j'espère qu'on va leur réserver un mauvais sort pour la finale si on arrive jusque-là. Alors, ouais, justement, Cyril, pour trouver des infos sur Colding, c'est super dur, donc on se demandait un peu. Voilà, faut parler danois ou le lire. Ouais. Du moins. Vous êtes à combien de points de Copenhague alors? Oh là actuellement, que je dise pas de bêtises, on est à 7 ou 9 points derrière eux là, quand même. Et vous avez joué une Coupe d'Europe cette année? Non, avec ce système. Parce que j'ai cherché, pareil, j'ai pas trouvé. Non, pas. Alors pour l'histoire, Colding l'année dernière vu ce que faisait Copenhague, donc ils ont créé l'équipe la plus chère de l'histoire de Colding. Ils se sont complètement plantés, ils ont fini 7e après les playoffs. Parce qu'on peut finir premier du championnat régulier et finir 8e à l'arrivée. Mais ils se sont complètement plantés, donc pas de Coupe d'Europe cette année, mais j'espère que dès la saison prochaine, on va y retourner. Moi j'ai une dernière petite question. Après avoir fait l'Espagne, le Danemark, est-ce que tu envisagerais d'aller jouer en Allemagne, qui est quand même plus ou moins la NBA du handball? J'aimerais bien. J'ai eu plusieurs opportunités. J'espère. J'espère. Je pense vraiment que je pourrais m'éclater aussi là-bas. J'ai eu plusieurs opportunités auparavant, quand je suis rentré d'Espagne. Oh, j'en ai eu plusieurs, ça s'étale sur 5-6 ans. Donc, voilà. Mais ça s'est pas fait, pour diverses raisons, il y a 4 ou 5 ans. J'ai eu d'autres opportunités là cet été. Simplement, Colding m'a fait une offre ferme, alors que les clubs allemands souhaitaient attendre davantage, donc j'ai pas voulu attendre plus. Je venais d'avoir un bébé qui avait 15 jours, je voulais pas non plus le mettre dans la mouise, voilà, pour rester poli. Donc, mais j'espère y faire un tour un de ces jours parce que ça m'intéresse vraiment. On n'est pas loin ici, on est à 45 minutes de Flensburg, donc j'y vais de temps en temps et j'ai vraiment envie d'y jouer un jour. Oui, Benoît? Non, excuse-moi, je crois que tu voulais poser une question. Avant de vous remercier, Cyril, vous n'y échapperez pas, pardon. C'est l'interview décalée de Stan. Donc, à Stan. Je me suis renseigné. En plus. Tu vois, attention Stan, parce que t'as plus de joker, parce que Didier Dinard nous a eu avec son joker, plus de joker. Malheureusement, ça a été supprimé d'un commun accord avec toute l'équipe. Je suis déçu. Oui, je m'en doute, mais bon là, ce sera des petites questions. C'est assez sympathique, pas besoin de joker dans tout ça. Je voudrais d'abord savoir ton meilleur et ton pire souvenir handballistique. Oh la vache. Alors. Le pire, non, je vais faire dans la blague, je pense que c'est hier. On gagne, on assure la seconde place. J'ai une balle à la fin du temps réglementaire, je me fais découper, on a un penalty. Et Lars Christiansen et l'entraîneur me proposent d'aller tirer le penalty. J'y suis allé, j'ai tenté une roucoulette inverse, c'est pas passé du tout. Voilà. Et je crois que plutôt que d'impressionner, j'ai fait rire tout le monde. Donc c'est pas un bon souvenir finalement. C'est pour la petite blague. Voilà. On n'a pas de photo, dommage. C'est dommage, mais vous n'aurez pas de vidéo non plus, je vous rassure. Celle-là, je la bloquerai. Meilleur souvenir, c'est un peu vague. Je pense que la demi-finale avec Saint-Raphaël contre Dunkerque, donc c'est il y a 2 ans, c'est un bon souvenir. C'était la première accession avec Saraf à une finale. J'avais fait un bon match en plus, donc j'étais content et on était vraiment un groupe qui vivait bien ensemble. J'imagine qu'ils vivent encore bien ensemble, c'est juste parce que j'y suis plus que je pars en passé. C'était un super souvenir collectif parce qu'on avait vraiment bâti quelque chose sur les 3-4 dernières années pour arriver à cet objectif-là. Et je me souviens d'une grande joie à ce moment-là. Voilà. Est-ce que tu as pensé à la fin de carrière? Bien sûr. Bien sûr. Alors, effectivement, on parlait d'un retour en France et de reconversion. Un de mes objectifs, quand je rentrerai en France, c'est d'intégrer une école de kiné ou d'ostéopathe. Voilà, donc c'est quelque chose sur quoi je travaillerai avec les clubs qui seront intéressés par mon profil. Voilà, je pense beaucoup à ça. J'ai fait les études auparavant. J'ai un master STAPS. Ça se fait déjà à Nîmes, je le sais. Il y a Junion et Aon qui font ça à Nîmes. Exactement. Donc, kiné et Aon en ostéo. Voilà. Bon, maintenant, Junion, il y est passé en tant que sportif de haut niveau grâce à l'équipe de France. J'y suis pas, donc moi, ça va jouer sur d'autres critères, je pense. Voilà. Mais j'espère le faire. Une petite question aussi que tous les auditeurs se posent, et nous-mêmes, est-ce qu'il y a des kebabs au Danemark? Il y en a un en bas de mon immeuble. Donc, autant vous dire que c'est parfait. Les fins de soirée sont... ça se termine très bien au petit kebab d'en bas.
bah, on est arrivé bonne transition parce qu'on passait tout de suite aux questions-réponses. Pizza ou kebab? Ah, pizza. Toulouse ou Saint-Raphaël? Perdu. La question qui fâche. Petit souci, Connexion. petit souci technique. Il va revenir, il va revenir. Tu le rappelles peut-être, Stan. Très intéressant l'interview de Cyril. Hein, Ah, mais Il est de retour. ah ouais, c'est mon Donc, ordinateur. Hein, je suis en vrai. Donc avec Cyril, on parle pas de pizza et ni de football. Hein. Donc C'est ça. cliché- Ah, vous avez pas eu ma réponse alors. Je disais que pizza, sans aucun doute. Les pizzas françaises me manquent. Elles sont pas bonnes ici. Toulouse ou Saint-Raphaël? Ah, Toulouse, c'est chez moi. Gaulois ou Viking? Ah bah, Gaulois, quand même. Slip ou caleçon? Bien sûr, la question polémique hein, de notre côté, Michael Hiles ou Benoît Perabou? Ah merde, il n'y a plus de joker, je pensais le poser sur celui-là. Non, non. Alors c'est con, j'avais préparé ma réponse. Ah, il faut forcément faire un choix, parce que Benoît est pivot comme moi, donc il y a des affinités. Maintenant, Michael est un très bon pote de William Hanotel, qui est un de mes meilleurs amis. Donc, je suis désolé, je suis pas sûr de pouvoir choisir, j'espère. Ah, quoique, attendez. Si, j'ai entendu que la dernière fois, il y avait 10 à 1, ou quelque chose comme ça. Non Exactement. Donc, Il a besoin de ton soutien, Mika. voilà, donc je suis désolé, Benoît, je vais donner à Mika juste pour le soutien. Avec plaisir, avec plaisir. Merci pour lui, Ça merci. fait au moins 4 maintenant. Plaisir. Je suis sur un 3-0. Ah, d'accord, ça remonte, ça. Mais je suis content de participer à ça, alors. Et bien sûr, la petite question qui peut nous fâcher à nous, hein, RTS ou RTL? RTS, sans aucun doute. Ah, impeccable. Et bien sûr, la petite phrase, Cyril, que tous nos invités ont la gentillesse de dire pour nous. Hein. Ici, Cyril Viudes, c'est bien comme ça qu'on... Ah, on dit Viudes. On prononce vraiment toutes les voyelles. D'accord. C'est correct, c'est correct. Impec. Ici, Cyril Viudes, bah, bienvenue sur RTS. Ici Cyril Viudes, bienvenue sur RTS. Soit dit au passage, je suis déçu de ne pas avoir à dire Radio Talk and Sport, parce que la dernière fois que j'ai entendu ça, c'était William Hanotel, et il m'a fait beaucoup rire. Bon, bah, alors on l'a refait, mais c'est parce que j'articule mal, c'est pour pas me mettre la... Il a son anglais un peu défaillant, Stan. Ouais, Ah, voilà. d'accord. Je parle anglais Mais toi, comme- si tu parles bien maintenant l'anglais, tu peux nous faire rêver. Moi, je dis pas qu'il y a un bon accent, par contre. Hein. Loin de là. Mais, alors, je peux le dire comme ça fera plaisir à William. Parce que j'ai envoyé un petit message il y a 2 jours, il n'a pas répondu. Mais... Donc, ici Cyril Viudes, bienvenue sur Radio Talk and Sport. Impeccable. Perfect. Merci. Ça, On voit le bilingue. Hein. Ah, tout à fait. Bah, écoutez, Cyril, c'était sympathique, très sympathique de vous avoir en direct et au plaisir de vous avoir de nouveau. Eh bien, avec plaisir, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir de faire un coucou à la France. Voilà. Et puis, Parler français un peu avec d'autres. Exactement. Voilà. C'est vrai que ça manque aussi. Ouais, tout à fait. et puis on vous souhaite une bonne fin de saison avec Colding et puis en espérant de vous voir en Coupe d'Europe très prochainement et pourquoi pas rencontrer un club français. Hein. Ah ben, ça me fera plaisir aussi. Bah, merci. C'est gentil. Merci à vous, c'était très sympa. Merci. Merci, Cyril. Bonne Merci. soirée. Et ciao. Ciao à tout le monde. Ciao. Voilà, interview très sympathique de Cyril Viudes avec toutes les voyelles. J'espère que je l'ai bien prononcé. Et puis Et les consonnes en même temps. voilà. Cyril. Et puis on va passer, allez vite fait quand même un mot. Ligue des Champions, mes amis. Montpellier quand même qui a fait un bon match quand même face à l'équipe à battre en ce moment, Barcelone. 2 buts d'écart. Est-ce que messieurs, poser la question à Benoît pour commencer, est-ce que les 2 buts vont être suffisants d'après vous? Ça va être difficile. Ça risque d'être compliqué quand même. Mais là, en plus, on a appris que Vitka Cisnik s'est fait les croisés, donc sera out pendant 8 mois. Ouais, c'est dur. Donc, Je ne relancerai pas la polémique. de quoi? Je ne relancerai pas la polémique. Non, mais Si, c'est si. sûr que là, s'ils doivent trouver un joker médical en plus, je crois qu'il n'a pas le droit d'avoir joué en Ligue des Champions. Donc, l'intégrer directement dans la semaine, ça me paraît compliqué. Donc, c'est vrai que malgré une très bonne première mi-temps où j'ai vraiment cru qu'ils allaient vraiment les décrocher, Barcelone, il faut les féliciter parce qu'ils se sont jamais affolés. Ils ont fait preuve de très grande maîtrise et malgré qu'à un moment c'était très compliqué pour eux, ils avaient même 8 buts de retard. Ils ont réussi à faire le dos rond et à revenir petit à petit et
à finir avec 2 buts d'écart. Donc je pense que ça va être compliqué. Je suis un peu déçu de la prestation de William Cambrai, qui sur une défense assez étagée de l'équipe de Barcelone en deuxième mi-temps, où ils ont privé Nikola Karabatic de ballon. J'aurais bien aimé qu'il fasse la différence avec ses 1 contre 1, avec ses courses. Et il n'a pas été aussi décisif que je l'aurais aimé. Donc c'est vrai que peut-être que si la même option tactique est réitérée la semaine prochaine à Barcelone, ils prennent plus de responsabilités et ils soient plus décisifs pour ce match retour qui paraît quand même très très compliqué. Moi, j'ai pas non plus compris pourquoi il a pas fait jouer Samuel Rombia avec une défense aussi étagée. À l'aile, c'était même pas un ailier qui défendait, c'était un arrière. Je crois que c'était Dani Sarmiento, quelque chose comme ça. Je trouve ça bizarre. Il avait fait quelqu'un contre un en fin de première mi-temps quand il a fait rentrer. Et il y avait vraiment l'espace pour qu'il mette le feu, même peut-être sur la base arrière. Ouais, avec Griby aussi derrière qui a le feu dans les jambes et qui est en confiance. Donc c'est vrai que. Ouais, mais ça reste un jeune. Il a son petit 1 contre 1 intérieur qui était sympa, mais dans le travail tactique par rapport au défenseur direct de 1 contre 1, je pense qu'Onrubia avait vraiment un rôle à jouer là, avec les espaces qu'il y avait. C'est sûr, mais compliqué. Ouais. Alors, messieurs, Montpellier avait fait quand même une première mi-temps de folie quand même. On avait retrouvé vraiment le Montpellier qu'on aurait aimé peut-être avoir en match de poule. Ils ont fait une première mi-temps énorme avant que Barça revienne en seconde pour égaliser. Et après, ça s'est joué à quelques buts. Mais première mi-temps exceptionnelle, j'ai envie de dire, Mika. Bah, une très grosse défense, essentiellement. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment une belle agressivité. Ils sortaient sur les courses des tireurs. Ils ont fait déjouer Rutenka. Nagy a pas pu s'exprimer. Et Hygropoulou non plus, d'ailleurs. Mais bon, Hygropoulou, je sais pas pourquoi il a commencé. Ça fait quelques temps qu'il est plus super en forme. Et après, derrière, dans les buts, Primož Prost qui avait fermé la baraque. Donc forcément, dès que le gardien est en chaleur, bonne défense, gardien en chaleur, ben, ça permet de creuser des écarts en montant les ballons. Et que ce soit Barcelone ou pas, c'est pareil, quoi. Alors, Benoît, Mickaël, vous êtes unanime. Ça va être très dur pour Montpellier, alors. Exactement. Oui. Allez, alors, on a parlé. Très dur, oui, mais c'est très dur, mais c'est pas du tout infaisable. Vu la prestation qu'ils ont fait, bon, il y aura pas Kasnichnik, c'est sûr, ça va faire du mal. Ouais. Mais si, comme dit Benoît, William Cambrai prend ses responsabilités, parce qu'il a été complètement absent, hein, c'est comme s'il n'était pas là. Donc, c'est quand même, ça reste un très grand joueur quand il est en forme. Donc, s'il arrive à se ressaisir et à faire un bon match, après, ils ont toujours. L'essentiel, c'était vraiment de gagner. Ils ont ce petit pécule en plus de 2 buts. Ils peuvent se permettre une petite défaite de 1 but. Donc, ils doivent y aller pour gagner le match. Et après, on avisera. Hein. C'est sûr que s'ils sont à -10 à la mi-temps, ben, il faudra qu'ils se battent pour essayer de revenir à -1. Mais c'est loin d'être infaisable. Ça va être dur, mais c'est faisable. On devait parler de Pro D2, mais on est déjà un tout petit peu en retard. Donc, on en discutera plus longuement la semaine prochaine avec, vous inquiétez pas, toujours des invités aussi prestigieux que ce soir. Benoît, je pense qu'on peut peut-être passer à ton édito. Pourquoi pas? Allez. Qu'est-ce qu'on dit? Avec plaisir. Allez, on attend le petit jingle quand même que toute la planète entière s'arrache. Et puis, Planète handball. Voilà, planète handball. Et puis voilà, on lance tout de suite après ton édito. L'édito de la semaine, Benoît Pérabou. Oui, je voulais revenir un petit peu sur cette polémique qu'il y avait eu entre les dires de Claude Onesta pour son futur sélectionneur. Donc, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'encre qui ont coulé puisque le syndicat des entraîneurs s'est même un peu senti offusqué par rapport aux dires du sélectionneur actuel parce que ils mettaient donc ils se sont sentis un petit peu attaqués puisqu'ils notamment ils considéraient que leur travail d'entraîneur était dénigré et donc pas respecté à sa juste valeur. Donc à la fois donc moi aussi je suis un peu dans la polémique, je sais pas trop quoi penser parce que je pense que le métier de sélectionneur
c'est un métier différent, et le métier d'entraîneur c'est compliqué, que pour être en formation c'est nécessaire de faire une formation, de débat était quand même intéressant par le fait que c'est bien qu'il y ait des joueurs qui se sentent l'envie de vouloir entraîner grâce à leur vécu, mais il manque aussi tout le côté, je dirais, plus terrain, et qui ne s'improvise pas seulement de son expérience, mais qui a un réel travail. Donc, par rapport à cette envie d'Onesta d'intégrer des joueurs pour son staff, c'est comme je le disais tout à l'heure, peut-être aussi une idée de développer le handball plutôt vers un peu du rugby, c'est-à-dire avec un manager général qui s'occuperait vraiment de gérer un peu tout ce qui est l'image de l'équipe de France, puisque c'est vraiment un produit qu'il faut continuer à développer et qu'on a du mal à développer. Donc il faut qu'il y ait quand même encore plus d'engouement. Ça a peut-être été un petit peu mal perçu et un petit peu les erreurs qui ont été commises avant l'Euro, une surmédiatisation, et l'entraîneur n'a pas réussi à protéger un peu son équipe. Ici Thierry Omeya. Prendre plus cette responsabilité-là de justement s'occuper de toute cette partie un peu médiatique, et de mettre des joueurs plus je vais dire sur des postes un peu plus clés comme la défense ou l'attaque. Donc voilà, c'est un peu le paradoxe entre le fait d'essayer de faire évoluer ce poste-là vers peut-être un peu à l'image du rugby, ou de rester dans un schéma un peu plus classique et de s'appuyer vraiment sur des entraîneurs de renom qui ont une expérience assez importante par rapport à notre sport, comme des personnes comme voilà, Philippe Gardan ou Patrice Canaillé. Donc c'est vrai que je suis assez partagé par ce choix, et du coup je sais pas vraiment quelle serait la bonne formule, mais je pense qu'au moins les joueurs peuvent être aussi légitimes que des entraîneurs sur un poste de sélectionneur. Un poste d'entraîneur, on a vu que c'est très très difficile, puisque voilà, même Olivier Giraud s'est planté en tant qu'entraîneur. Donc on sait que c'est vraiment un vrai métier, mais sélectionneur c'est encore différent. C'est plus de la mise en place tactique, c'est plus du relation, parce que tu as déjà les meilleurs joueurs de partout sur tous les postes, donc il faut juste arriver à les faire jouer ensemble. C'est quoi, voilà. Donc je pense que le débat est ouvert, et que voilà, on n'a pas encore toutes les réponses, et que peut-être que voilà, dans l'avenir on en saura un peu plus sur cette succession. T'as un avis là-dessus, Michael? Ouais, alors moi j'ai un avis, j'ai pas voulu trop polémiquer avec Jérôme, je vais juste parler un peu peut-être de la légitimité d'un joueur en tant qu'entraîneur. Pour ma part, s'il y a débat, en tout cas moi je me positionne du côté des entraîneurs, parce que je trouve que sélectionneur, ben, c'est la finalité du travail d'entraîneur, au même titre qu'un joueur, quand il est bon et il arrive en tant que but ultime en équipe de France, ben, le but peut-être ultime d'un sélectionneur, ce serait d'un entraîneur, c'est d'être sélectionneur. Je trouve que c'est important que le sélectionneur soit un entraîneur, justement pour pouvoir gérer. Alors il y a le côté, bien sûr, je l'entends, il y a le côté managérial du groupe, tout ça, où un joueur peut avoir une légitimité, certainement. Après, il y a le côté handball, et c'est pour ça qu'on prend un sélectionneur aussi. Donc, il y a tout le côté tactique de l'équipe, tout le côté managérat pendant les matchs. Ça, c'est des choses qui s'apprennent avec des années d'entraînement. Et je m'offusque surtout du fait qu'on puisse prétendre. J'ai l'impression que cette génération, du fait de toutes ces victoires, se sont un peu au-dessus des générations précédentes. C'est-à-dire qu'on a des entraîneurs comme Christian Godin, comme Philippe Gardan, comme maintenant Patrick Casal, qui ont la même légitimité en tant qu'ancien joueur international, et qui en plus ont un bagage maintenant d'entraîneur. Donc pour ma part, j'ai envie de me positionner de ce côté-là. Donc après, bien sûr, j'entends le côté managera, tout ça, mais moi, j'ai même pas la réponse non plus. Hein. Moi aussi, je suis un petit peu, j'ai lu un peu la presse par rapport à toute cette polémique, et je suis assez d'accord sur ce que tu disais, mais je me pose aussi la question sur ce rôle de sélectionneur. C'est vraiment un poste particulier. Donc de tous les sports, enfin, je connais peut-être pas tout, mais j'ai pas l'impression qu'on ait déjà vu un sélectionneur n'étant pas un entraîneur.
que ce soit en Bienvenue rugby, sur en la basket, radio en Talk volley, Sport. en handball. Les sélectionneurs de tout temps ont toujours été des entraîneurs. Donc après, peut-être qu'il y a une évolution à faire avec l'évolution du sport, je sais pas, mais je... Moi non plus, j'ai pas la réponse. Je pose un peu le. On verra un peu, on verra un peu ce que. Et j'aime, excuse-moi, Lusa, j'aime pas trop non plus ce côté un peu prise de pouvoir de l'équipe actuelle du fait justement encore de ses victoires. J'ai l'impression que le handball leur appartient. C'est-à-dire que Claude Onesta est en train déjà de préparer sa suite, mais enfin, de quel droit? Je veux dire, Claude Onesta, il est sélectionneur de l'équipe de France, il fait son travail, il le fait bien. Ouais. Maintenant, une fois qu'il est plus sélectionneur, c'est pas lui qui dirige le handball français. Donc, j'ai l'impression que ça fait un peu petite mafia du handball maintenant qui essaie de diriger, de placer ses pions. Il y a toujours eu ces histoires un peu avec Toulouse, à une époque avec Christophe Kempé qui était un peu, on était, enfin, quant à sa légitimité en tant que joueur en équipe de France, c'était un peu douteux. Les Ploquins, pareil. Il y a toujours eu ce petit côté Toulouse depuis qu'il y a Onesta, et là, ça continue avec plus ou moins vouloir placer Jérôme Fernandez. J'aime pas trop ce côté-là du handball. Ouais, alors on peut se poser la question, c'est peut-être pour la continuité, ou alors est-ce qu'il faut couper court et bon voilà, changer entre guillemets d'époque et pour rebâtir avec un entraîneur complètement différent qui a pas touché à l'équipe de France. Donc ouais, c'est vrai que ça peut être un sujet d'un bon débat. 21h40, on a un peu débordé, on s'en excuse. Mais voilà, c'était une émission riche en enseignements avec Jérôme Fernandez et Cyril Viudus, pardon. Ça lui fera plaisir. Ça lui fera plaisir. On verra le podcast. Et écoutez, c'était sympathique. On va remercier notre Dream Team qu'on retrouvera au complet la semaine prochaine. On va commencer par Thomas. Merci Thomas d'avoir été avec nous. Tu as du boulot, de belles interviews, de bons parleurs. Avec de beaux clients, ouais. On dit pas mal de choses intéressantes, donc ça va être intéressant à retranscrire tout ça et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Alors vous retrouvez tous les articles de Thomas sur notre partenaire Handplanet, donc les prochains à venir. Thomas, c'est Victor Boileau et Hong Badi. Je crois qu'ils vont pas tarder à apparaître sur le site handplanet.fr. Mika Iles, merci Mika d'avoir été avec nous. On n'a pas parlé de Pro D2, mais ça sera la semaine prochaine. C'est pas grave, il s'est rien passé d'exceptionnel sur cette journée, donc la journée prochaine sera plus productive, je pense. Alors ton prochain match? On joue à Saintes, donc c'est un match très difficile et un match très important. Ouais, très important. Alors Benoît, tu vas être mis un peu en lumière parce que tu passes pour la deuxième fois de la saison sur Canal+. Est-ce que c'est un match qu'on appréhende un peu plus que les autres? Pas du tout. Non, non, pas du tout, non, mais ça fait quand même un moment que je traîne ma carcasse sur les palets et sur les terrains et devant la télé, donc non, c'est important parce que il faut qu'on reprenne des points pour pas non plus se mettre en danger au niveau du classement, donc mais pas particulier parce que y a la télé ou quoi que ce soit. Non, c'est important pour l'équipe et pour le club pour revenir dans une place plus confortable, même si on n'aura pas grand-chose à jouer, au moins pas se faire des frayeurs. Je voulais juste terminer en disant un grand merci à Barbaro Kevin pour son très joli site qu'il nous a mis en ligne et franchement qui donne encore plus de relief à cette belle émission. Ouais, effectivement. Merci Kevin et à toute son. Il passe chez le coiffeur aussi. Ouais, chez le coiffeur, il y a la télé. Tu pas vu dans les stats, Mika, t'étais blessé ou quoi? Non, petit turnover pour faire souffler quelques joueurs et en faire remettre certains dans le rythme. C'était soi-disant le match pour le faire. Massy qui est censé être plus faible à la maison. On s'est fait un petit peu peur, mais c'est passé. C'est passé. Je me suis inquiété. Donc Benoît à la semaine prochaine et puis un petit mot à Frédéric Brunel quand même. Il doit nous faire de la pub, hein, il l'a dit. J'espère qu'il tiendra ses engagements. Allez, à jeudi sur du côté de Dunkerque. Et puis Stan, on se retrouve quand? On se retrouve mercredi pour les auditeurs.
Ouais, on va commencer déjà par demain, parce qu'on a une grosse soirée aussi, l'Asbo qui joue. Et puis bien sûr mercredi, liberté pour les auditeurs, hein, où nous aurons le capot des ultramarines de Bordeaux. Donc beaucoup de choses à savoir et à ne pas louper comme d'habitude. Alors n'oubliez pas, hein, le podcast sera disponible demain. Vers les heures, donc vous pouvez retrouver l'interview de Jérôme Fernandez, hein, interview fort intéressante, et puis de Cyril Viudes. Voilà, là je l'ai bien dit. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission qui voudra le détour. Alors on va vous laisser avec un petit jeune qui nous a fait un mix. Donc vous pouvez retrouver Kevin G sur Facebook. Voilà, c'est un DJ, donc on place aux jeunes. Et puis vous pouvez écouter ça sur là pendant 1 heure sur Radio Talk Sport avec un peu de retard. On s'en excuse. Bonsoir messieurs. Je passe un petit jingle et puis on se retrouve pour le podcast. On se retrouve nous lundi tous avec une grosse émission. Bonsoir messieurs. Ciao. Salut. Bonsoir. Allez. Retrouvez tous les lundis en day avec une pléiade d'invités autour d'un animateur, Ludovic Gavard, des consultants experts, Benoît Perabou, Michael Less, et nos 2 consultants d'RTS, Stan Aguilar, Thomas Mirad. Tous les lundis, 20h, sur www.rtsradio.fr.